Ok, bah bonjour à tous. Du coup, on va attaquer. Alors, merci d'être venus aussi nombreux. Et merci beaucoup à nos intervenants de s'être déplacés pour ce débat. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, on a une super palette d'intervenants de qualité. Donc, voilà, ça augure un débat intéressant. Le sujet du débat, vous avez pu le voir, c'est comment faut-il laisser l'eau reprendre sa place et comment faire en sorte que les rivières récupèrent de l'espace. Et du coup, je vais laisser chaque intervenant se présenter en quelques minutes, chacun son tour. Patrick, peut-être tu veux commencer? On va faire dans ce sens-là. Bonjour à tous, donc Patrick Roche, je suis chef de projet au Conservatoire d'espaces naturels de l'Isère depuis un peu plus de 3 ans maintenant pour un projet en particulier dont je vais vous parler tout au long de la session de formation géologue et pas mal d'années en bureau d'études sur des problématiques eau, hydrogéologie, pollution des eaux, dépollution. Voilà, ça m'a amené gentiment sur un projet global tel que je vous présenterai un peu plus tard. Betty Cachot, une première partie de carrière où j'ai été directrice du syndicat de rivière Brévennes-Turdine qui se trouve dans l'ouest lyonnais. Et depuis presque un an, je suis responsable du département environnement à l'ingénierie à la Compagnie nationale du Rhône. Nathalie Sureau-Blanchet, donc moi je suis sociologue de l'environnement à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Et donc j'apporterai le regard plus sciences humaines dans ce débat. Et donc Jean-Charles Collas, moi je suis un peu le mouton noir, puisque je suis infirmier. Non, je rigole. Je n'ai aucune formation spécifique en la matière, mais effectivement, j'ai exercé pendant 30 ans le beau métier d'infirmier. Mais je suis président du SAGIRC, le syndicat d'aménagement et de gestion de l'Iseron, du Ratier et du Charbonnière. 3 cours d'eau qui se rejoignent pour faire l'Iseron en toute proximité de Lyon. C'est pas mon activité principale, même si c'est celle que je préfère. Je suis aussi accessoirement à côté vice-président de la métropole de Lyon et premier vice-président de Citral Mobilité, vous savez, les métros, les trams, les bus, etc. Voilà. Mais ça, c'est accessoire à côté de la rivière. Ok, bah merci à tous. Donc, comme vous le voyez, il y a des intervenants de domaines différents. Donc, ça va être intéressant de voir l'aspect sociologie, l'aspect politique et l'aspect technique du sujet. Alors du coup, je voulais faire un petit peu de contexte pour voilà, remettre un petit peu le sujet dans son contexte. L'espace de bon fonctionnement des cours d'eau, qu'est-ce que ça implique et pourquoi c'est finalement utile et ça peut être souhaitable de redonner de l'espace aux cours d'eau. J'ai mis ici les 4 composantes que ça peut impliquer. Donc il y a une composante morphologique et c'est là souvent qu'on parle de l'espace de liberté ou l'espace de mobilité des cours d'eau, c'est-à-dire que les cours d'eau naturellement ils vont avoir tendance à avoir une mobilité latérale, en tout cas pour ceux qui ont un minimum d'énergie, hein, ça dépend des typologies. Mais du coup, voilà, l'aspect morphologique qui peut être très important, et le cours d'eau a besoin latéralement d'espace pour avoir cette mobilité-là. L'aspect hydraulique qui concerne un petit peu tout ce qui est zone d'inondation, nappe alluviale, etc. Donc qui est aussi crucial pour l'espace de bon fonctionnement du cours d'eau. L'aspect géologique aussi avec les eaux souterraines et l'aspect biogéochimie, notamment avec la ripisylve, avec les forêts alluviales, entre autres, et tous les processus physico-chimiques qui sont inclus dans cet espace. Donc voilà un petit peu pour l'aspect définition. Et du coup, on va peut-être passer tout de suite à la partie retour d'expérience. Donc chaque intervenant va nous présenter quelques retours d'expérience sur des cours d'eau auxquels on a pu redonner de l'espace dans des cadres de projets de renaturation. Donc on va commencer avec Betty. Donc 2 photos, une photo avant, une photo après, d'un secteur du cours d'eau la Turdine qui passe dans la ville de Tarare, pour ceux à qui ça parle. Donc ouest lyonnais, vous voyez un peu le relief, on est donc dans les monts de Tarare, et la Turdine se jette dans la Brévenne à l'Arbrel, et ensuite par Lazergue rejoint la Saône. Voilà, pour vous situer un peu le secteur. Ce projet, donc projet de restauration écologique d'un tronçon de cours d'eau d'environ presque 2 km
1,8 km en centre-ville, en entrée de ville plutôt, sur une ancienne zone d'activité industrielle qui a, en fait, Tarare a été connue pour l'industrie teinturière. Donc la rivière a été bien chahutée pendant des années, avec une rivière rouge certains jours, bleue d'autres jours, et parfois cachée par un mètre de mousse. Donc ça, c'est un peu pour vous placer le contexte de la Turdine il y a pas plus tard qu'au début des années 1980, c'est pas si vieux que ça. Et donc, vous voyez sur la photo de gauche un cours d'eau qui a été beaucoup exploité par cette industrie, avec des prises d'eau, des traversées de différents systèmes pour amener l'eau jusque dans les entreprises. Il y avait aussi sur ce tronçon 4 seuils transversaux qui permettaient toutes ces dérivations. Et donc, c'est vrai que ce secteur, il était très sinistré côté rivière. Maintenant, on était coincés entre les entreprises. On ne pouvait pas faire grand-chose, nous, gestionnaires de rivière. Il s'avère qu'à un moment donné, la communauté d'agglomération a eu un projet de restaurer toute la zone, en fait, de rénover toute cette zone, de supprimer toutes les anciennes entreprises et de reconstruire une nouvelle zone d'activité. Et c'est à ce moment-là qu'on a levé la main en disant si vous faites ça, est-ce qu'on pourrait en profiter pour faire une restauration de la rivière? Il nous faudrait une bande de 10-15 mètres au bord de la rivière pour qu'on puisse mener ce projet-là. Je vous passe les méandres de la discussion, mais ça a été possible. Et donc, sur l'année 2021, on a pu donc renaturer toute cette zone-là en supprimant tous les anciens murs, tous les anciens ouvrages qui existaient, d'anciens puits. Il y avait pas mal de choses. On s'est heurté quand même à un gros souci de dépollution des terres, puisque qui dit industrie de ce type-là dit pollution des sols. Et on a fini par restaurer une zone de, comme je vous le disais, presque 2 km, qui aujourd'hui, donc, sur toute la zone que vous voyez en herbe, que vous devinez à gauche, il y a maintenant une nouvelle zone d'activité avec des bâtiments beaucoup mieux intégrés dans le paysage. Plutôt de l'activité tertiaire maintenant. Et puis, tout le long de la Turdine, il y a une piste cyclable et mode doux, chose qui aurait été absolument impensable il y a une dizaine d'années, parce que pour le coup, c'était vraiment une zone qu'on n'avait pas envie de regarder, quoi. Donc voilà, c'était un premier exemple plutôt réussi. Un deuxième exemple à l'entrée, cette fois, de la commune de l'Arbrel, sur la Brévenne, où là, il y a un secteur d'environ 9 hectares qui a été acheté par la communauté de communes du pays de l'Arbrel et qui, au début, l'avait racheté pour faire une zone d'activité, une zone industrielle, puisqu'il y a, dans la prolongation de cette zone-là, il y a déjà une zone d'activité. Et puis, il s'avère que la crue de 2008 a recouvert cette zone de je ne sais plus, 1,50 m d'eau, voire 2 mètres à certains endroits. Ça a un petit peu calmé les ardeurs. Et là, pareil, c'est le moment où on a levé la main en disant, vous savez qu'on peut faire autre chose à cet endroit-là. Et donc, sur ce secteur d'environ 9 hectares, on est à peu près là sur 1 km linéaire de rivière. On a pu engager des gros travaux de renaturation de toute cette zone, avec là vraiment un enjeu d'ouverture au public. C'est devenu vraiment une zone plutôt récréative, de promenade. Ça fait aussi la liaison douce entre la gare et le secteur de la zone d'activité. Donc il y a tout un tas d'usages humains autour de cette zone. On va dire que les inondations ont donné le petit coup de pouce pour que ce projet voie le jour. Et puis maintenant, c'est vraiment une zone très appréciée et qui fait beaucoup vitrine en fait sur le bassin par rapport à ces projets-là. Et dernière expérience, donc là pour le coup avec ma casquette plus récente de Compagnie nationale du Rhône, où là on a tout un ensemble de projets de restauration de l'Aune. Donc les Launes, ce sont les anciens bras du Rhône qui ont été au fil du temps court-circuités pour permettre la navigation puis l'hydroélectricité. Là, ce projet que vous voyez, donc la photo en haut à gauche, vous montre en fait toute la zone qui a été petit à petit comblée par des ouvrages, donc on appelle les ouvrages Girardon,
pour permettre la navigation, faire en sorte qu'on ait un lit plutôt profond et qui s'auto-cure, on va dire. Mais du coup, on a perdu toute la diversité qu'il y avait dans ces lawns, dans ces anciens bras humides qui sont des berceaux de biodiversité. Donc le projet, c'est de recreuser, réouvrir ces lawns et de redonner au Rhône sa morphologie ancienne, enfin de s'en rapprocher en tout cas. Et donc là, on est sur la zone de Pierre-Bénite, avec un projet qui est en cours actuellement, qui a démarré en 2024 et qui va se prolonger jusqu'en 2027. Donc gros projet avec un linéaire d'à peu près 5 km qui va être du coup réouvert et où on va redonner pour le coup de la place au Rhône. Voilà. Merci beaucoup pour ces projets intéressants. Du coup, on va passer à Patrick sur son projet de l'île de la Platière. Alors, on va descendre un petit peu, on est à peu près à 60 bornes au sud de Lyon, au péage de Roussillon. On est sur un secteur où la nappe est classée déficitaire depuis un peu plus de 30 ans, et ce pour 3 raisons. On a parlé juste à l'instant des ouvrages Girardon. Ce charmant monsieur avait une excellente idée à la fin du 19e de rendre le Rhône navigable de Pierre-Bénite à Arles, en créant en fait tout un tas d'ouvrages. On en devine encore en fait donc des digues en fait pour contraindre le Rhône, plus de divagation, plus de dissipation d'énergie ailleurs que sur son fond. Ce faisant, il s'est incisé, on a augmenté le tirant d'eau, il est arrivé à ses objectifs. Bon, en même temps, on a créé le chemin de fer, donc ça n'a pas servi plus que ça à la fin. Mais la conséquence de cette première démarche, en fait, ça a été également tellement incisé que le niveau moyen du Rhône est descendu. Et donc, ça donne une nappe d'accompagnement à suivi. On a déjà eu une première baisse du niveau de la nappe. Deuxième sujet, beaucoup plus près, les années 70, avec le gros développement en fait de l'hydroélectricité. Ce que vous avez là en fait sur la droite, c'est le canal de dérivation en fait qui est avec un barrage au niveau de Saint-Pierre, un peu plus au nord, et une usine hydroélectrique qui est 5-6 km au sud, créer une petite chute de manière à 4 turbines pour créer un peu d'électricité verte. Ce faisant, le module du Rhône sur ce secteur-là était de l'ordre de 1000 mètres cubes secondes. Le débit réservé sur les premières saisons, sur les premières périodes, les 15 premières années, on va appeler ça comme ça plutôt, est passé à 10 mètres cubes secondes. Donc là, on a fermé le robinet, le niveau du Rhône s'est encore une fois sérieusement abaissé, la nappe s'est encore une fois sérieusement abaissée en suivant. Depuis, on a un peu corrigé le tir, en fait, on apprend un peu de ces éléments-là, on est remonté sur des débits réservés de l'ordre moyen entre 80 et 140, 150 mètres cubes secondes, suivant la période et les besoins en fait du secteur. Et le troisième critère qui nous a amené à cette problématique, on est sur la partie est, en fait, sur la plateforme pétrochimique de Roussillon, plus gros pôle industriel du secteur, qui en période de pointe, donc 2016, c'est pas si loin de ça, prélevé sur ce secteur. En fait, on est sur des champs captants, en fait, sur des forages industriels. On était en pointe, monté à des débits prélevés de l'ordre de 160 à 180 000 mètres cubes jour. H24, 367 jours par an. Ces 3 éléments-là ont amené en fait au constat que la nappe en fait baisse régulièrement depuis ce temps-là. Donc les gens ont commencé à se mettre autour de la table une fois qu'on a eu tiré le trait sur une quinzaine d'années, qu'on s'est rendu compte qu'à un horizon plutôt proche, il allait falloir faire des choix sur l'usage de l'eau. Voilà. Donc il y a eu, là aussi je vais passer très rapidement sur tous les échanges, les discussions, les négociations entre pas mal de monde. Au bout d'une quinzaine d'années, on est tombé sur un scénario optimum pour traiter les différentes problématiques structurelles en fait. Et l'objectif, en fait, il est schématisé ici. Sur le schéma du haut, en fait, vous avez l'état à aujourd'hui, avec un Rhône très bas, des puits de pompage qui viennent stresser encore un peu plus la nappe, et un canal de dérivation qui, avec le temps, en fait, s'est complètement colmaté. Donc, plus de réinjection, en fait, dans la nappe. Les dommages collatéraux sur cette problématique-là, on est sur un secteur de la réserve naturelle nationale de l'île de la Platière. Sa raison d'être, c'est une forêt alluviale assez remarquable. Et depuis en fait une trentaine d'années maintenant, on a constaté que la majorité des arbres multiséculaires avaient tendance à soit plus grandir, soit péricliter complètement. Pour la simple et bonne raison en fait que les racines ne sont plus connectées à la nappe.
Donc l'objectif, en fait, il est de réaliser par voie gravitaire un prélèvement dans le canal de la CNR, de manière à réalimenter les anciens méandres du Rhône. On parle même de paléochenaux, puisqu'on est sur une période où le Rhône était complètement libre, en tresse. Donc on a identifié en fait sur le secteur ces paléochenaux. Et l'idée est d'aller prélever. Donc là, ça fait maintenant 2 ans qu'on est sur les phases avant-projet. On vient de remettre la période avant-projet. L'idée est de pouvoir en fait remettre en eau 16 hectares d'anciens méandres et ce faisant reconnecter. Donc c'est la partie où la ligne verte en fait reconnecte les racines, à peu près 54 hectares de forêt alluviale. Voilà, double objectif de pérennité de la ressource en eau et de réhabilitation en fait et de réhabilitation de la forêt alluviale. Voilà. Merci Patrick. Du coup, Jean-Charles va nous montrer un petit peu ce que le SAGIRC a pu faire aussi sur certains cours d'eau du bassin de l'Iseron. Alors, l'Iseron et ses affluents, c'est un bassin versant de 19 communes qui vient d'Iseron, la source, et le lac du Ronzet, que peut-être certains connaissent, et qui se jette dans le Rhône à la hauteur, à la limite, à la frontière entre la Mulatière et Oulin. L'Iseron a connu, dans un premier temps, des grosses inondations, avec la plus grosse crue date de 2003, avec plusieurs milliers de logements et de bâtiments publics ou privés inondés. Et donc mes prédécesseurs ont lancé un grand plan de protection contre les inondations. Heureusement, ils étaient accompagnés parce que les élus sont souvent très bétonneurs et très ouvrage d'art, on va dire, mais ils étaient accompagnés par une équipe d'agents qui étaient un peu aussi ouverts à d'autres choses. Et donc, ils sont arrivés à un sublime projet que vous voyez. Donc avant, l'Iseron, là, à Bonan, avait été redressé et le cours complètement changé pour urbaniser et surtout pour construire une départementale à 2 fois 2 voies, la CD 42. Et donc, après coup, et je crois que c'est le seul endroit en Europe où on a supprimé 2 voies de circulation sur la départementale pour la ramener à 2 fois 1 voie, pour élargir le lit de l'Iseron, faire des digues pour accueillir un débit de 90-95 mètres cubes secondes, qui était la hauteur de la crue le débit de la crue de 2003. À l'époque, ça inondait à 30 mètres cubes secondes. Donc lui redonner de l'espace avec un lit mineur reconfiguré, un lit majeur bien étendu, faire des digues pour protéger un peu les gens et en profiter pour renaturer complètement la rivière, puisque on le voit sur d'autres photos, toutes les photos, on a envoyé beaucoup de photos mais ne sont pas affichées, mais globalement, nos ancêtres, dans cette rivière-là, comme dans beaucoup de rivières, avaient fait des cunettes de béton, l'objectif étant que l'eau aille le plus vite au Rhône, puisque c'était l'égout et que ça sentait pas bon, donc valait mieux que ça aille le plus vite, le plus loin possible de la zone urbanisée. Vous voyez, vous avez des exemples, donc avant, après, de la cunette béton et de la végétalisation. Et puis, deuxième exemple, beaucoup plus récent, puisque ça date, les travaux d'élargissement du lit de l'Iseron et de protection contre les inondations et de renaturation se sont déroulés en gros de 2012 à 2024. C'est presque 30 millions d'euros de travaux. C'est sur un linéaire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 5 km. En pleine zone urbaine, donc de Francheville à Oulin. Et puis plus récemment, donc là c'était l'été dernier, le Charbonnière, qui est l'influent principal de l'Iseron, qui traverse le parc de la Croix-Laval, que peut-être certains connaissent. Alors à chaque fois qu'il passe dans un lieu, il change de nom. Ça c'est historique. Et donc dans le parc de la Croix-Laval, il s'appelle Grande Rivière, qui est un site extraordinaire en termes de nature et d'accès à la nature pour l'espèce humaine. Et donc il avait été aussi beaucoup artificialisé avec des seuils, des murs avec en bord de voie ferrée. Il y a la ligne de l'Arbrel, justement, qui passe juste au bord de ce parc de la Croix-Laval. Et toutes ces interventions-là faisaient que la rivière s'incisait, qu'il y avait une érosion, parce que les murs renvoyaient la rivière en cas de crue de manière violente de l'autre côté et que ça creusait la berge et que la voie ferrée commençait à être un petit peu en danger par endroits. Bref, on s'est lancé dans des gros travaux. On a... j'ai le regret de vous le dire, parce que parfois c'est nécessaire, abattu 120 arbres, dont une vingtaine de gros sujets, de belles dimensions. Alors, on en a replanté 1700, mais ils ne sont pas tous plantés avec une circonférence de quelques mètres.
On a supprimé les seuils, supprimé la plupart des murs, refait méandrer la rivière, refait du coup un lit qui descend lentement et revégétalisé les berges. Donc je ne sais pas si on a d'autres photos là, de la revégétalisation. Notamment, on a fait une super opération avec des BTS et des bachelors de l'école de l'environnement de Villeurbanne qui encadraient des enfants de CM2 pour replanter. Et en une journée, les gamins de CM2 arrivaient à replanter à peu près 300 plants d'arbustes et d'arbres. Et ça a été une opération très intéressante. Objectif, remettre de la biodive, surtout. On n'est pas sur un enjeu inondation, là, sur la Croix-Laval, contrairement à Laval, justement. Et puis de refaire un espace, mais on en parlera tout à l'heure, agréable pour les dizaines de milliers de promeneurs du dimanche qui passent dans cet endroit-là. Merci. Du coup, Nathalie va nous parler un petit peu de guides qui ont été publiés par l'Agence de l'eau justement sur le sujet. Voilà. Alors, peut-être pour dire qu'on fait tout un travail de retour d'expérience, donc surtout les projets qui vous ont été présentés, on capitalise ces expériences-là et on les publie sur notre site, donc via des fiches retour d'expérience. Donc, si vous voulez les trouver, vous allez sur notre site, vous allez dans la médiathèque et vous sélectionnez la thématique restauration et vous aurez à la fois les guides qui sont présentés là et les fiches retour d'expérience. Donc, au-delà des fiches retour d'expérience, on publie régulièrement des guides. Celui sur l'espace de bon fonctionnement, il a été publié en 2016 parce qu'il était en lien avec le SDAGE, dans le cadre du SDAGE de l'époque. On a sorti ce guide-là et vous trouverez dans ce guide à la fois des retours d'expérience technique, mais aussi des retours d'expérience sur la partie concertation, comment tout ça a été discuté et mené avec les gens du territoire. Et puis un tout récent, là, c'est notre dernier bébé qui vient de sortir. En décembre 2025, et ce guide, il parle spécifiquement des approches sociales que je vais peut-être être amenée à développer là dans le débat, et il explique comment justement on peut, dans tous ces projets de restauration et notamment sur les projets liés à l'espace de bon fonctionnement, prendre en compte les usages, les perceptions, les attachements des habitants, des riverains et des usagers de la rivière. Eh bien, merci beaucoup. Alors du coup, là, on va pouvoir aller dans la phase débat. Donc, c'est mon collègue Benoît qui va poser des questions aux intervenants et voilà, on va leur permettre de rebondir sur les questions. Donc on va pouvoir commencer la partie débat avec un premier thème, donc outils et freins à la restauration des conflits d'usage. Et donc, pour démarrer ce débat, je vais poser une première question. Quels sont les usages généralement incompatibles avec l'espace de bon fonctionnement des rivières ? Et je vais laisser la parole à Betty ou Patrick. Tu veux ? Bon, allez. Alors, les usages incompatibles, pour moi, ils sont essentiellement liés aux crues, en fait. Donc, dès lors qu'on vient installer des habitations, des industries dans le lit majeur de la rivière, ça peut, en tout cas, si ce n'est incompatible, ça peut être nettement plus compliqué. Après, il y a aussi des moyens d'adapter, de vivre avec les crues, mais voilà. Donc voilà, je pense à ça en premier lieu. Après, pour ce qui est de l'agriculture, donc nous, en tout cas sur les bassins que je connais, il y a quand même une majeure partie des bords de rivières qui sont occupés par l'activité agricole. Je dirais pas que c'est incompatible parce que quand on a voulu s'installer pour faire de l'agriculture, c'était pas par hasard qu'on s'est mis au bord des cours d'eau. Déjà parce qu'il y avait de l'eau, parce que c'était souvent des terrains plats, parce qu'aussi les rivières amènent des sédiments, des limons qui sont intéressants. Donc c'est plutôt qu'on a perdu, je pense, l'usage, enfin en tout cas la façon de vivre avec les rivières. Le terme incompatible n'est pas forcément celui que j'utiliserais. C'est plutôt comment on concilie les nouveaux usages humains, puisqu'on en a besoin. On ne va pas supprimer toutes les villes qui sont au bord d'un cours d'eau sous prétexte qu'elles sont inondables ou supprimer toutes les cultures qui sont en bord de rivière. Mais c'est plutôt comment on vit avec et comment on fait en sorte, dans les zones où il n'y a pour le coup pas d'usage humain, comment on compense finalement ces zones-là, comment on les décharge pour les rendre plus compatibles, quoi.
Tu as déjà abordé pas mal de sujets que, effectivement, je rencontre également sur la Platière. Pour répondre très brutement, j'étais allé très vite sur le mode réseaux sociaux. Je disais que toute activité anthropique, en fait, va poser problème dans un lit majeur. Problème ou va perturber les équilibres. Et en fait, ça fait une bonne centaine d'années qu'on joue en fait les apprentis sorciers. Quand je dis perturber les équilibres, c'est, je rebondis sur ton premier slide avec les 4 paramètres. Dès qu'on va jouer sur un de ces paramètres, on va modifier les 3 autres en bon ou en moins bon, sans forcément pouvoir l'évaluer de prime abord, même si on commence un peu à s'intéresser un peu plus largement que juste au fil bleu. Et j'ajoutais en fait le volet. Effectivement, il y a 2 faces à chaque fois à ces démarches-là. On parlait de l'agriculture qui va aller vers les terres fertiles et vers proche de l'eau. L'industrie, ça va être les mêmes sujets. Mais du coup, on va générer aussi des enjeux. L'enjeu au sens humain du terme. Je le précise parce qu'au niveau de nous, biodiversité, conservatoire, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, on va toujours chercher à trouver les meilleurs équilibres derrière. Qui vont être à chaque fois au fil du temps modifiés parce que on va imperméabiliser des sols, parce que on va venir de plus en plus coloniser en fait le lit majeur. J'ai fait l'exercice moi de retracer un peu le lit majeur sur notre secteur. Il n'y a pas grand-chose, une centrale nucléaire. Voilà, on se retrouve très rapidement en fait avec des. C'est loin d'être binaire en fait comme approche. C'est vraiment des questions d'équilibre et puis derrière plutôt là, il y a vraiment la question orientée sur le sujet, le thème du moment, mais après c'est vraiment des choix politiques en fait. Moins d'agriculture, c'est moins manger, moins d'industrie, c'est moins de travail. Où est-ce qu'on met l'équilibre dans tout ça? Et par contre, on a aussi besoin d'une eau de bonne qualité, on a aussi besoin d'espaces naturels qui permettent en fait de traiter en fait des eaux. On peut le constater sur place. Donc voilà, c'est pas binaire, quoi. Ok, merci beaucoup, c'était super intéressant. Mais du coup... Oui, merci. Tant mieux. Mais du coup, si on admet que laisser de l'espace aux rivières implique des renoncements, quelles stratégies foncières ou de concertation permettent de rendre ces choix acceptables pour les populations proches justement de ces espaces? Je sens qu'elle est pour nous, cette question. Je vous laisse... Alors, la stratégie foncière, d'abord, c'est une volonté politique. Et c'est vrai, je vais être très tranquille. En fonction des orientations politiques des élus, c'est pas obligatoirement toujours le cas. Bon, depuis 6 ans, on a une vraie stratégie d'acquisition foncière. Pas seulement, alors mes prédécesseurs avaient été un peu sur la question de la prévention des inondations dans ce sens-là. Nous, on met les bouchées doubles, y compris sur la question de la gestion des milieux aquatiques, de la renaturation, du reméandrement de la rivière et surtout des affluents, puisqu'on est plus confronté aujourd'hui à du ruissellement, vu qu'on a des protections sur les crues classiques de la rivière. On a aussi une grosse stratégie foncière sur la partie ressources en eau et comment retrouver des zones humides qui ont été plus ou moins asséchées par une urbanisation dense. Et quand on en a encore quelques-unes qui tiennent la route, on y va. C'est pas un vrai problème. Quand on est sur ce genre de zone, on est en général en zone naturelle ou agricole. Et donc, le coût du terrain n'est pas très élevé. Ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros. On est autour de 10 000 euros l'hectare maximum. On arrive à monter plus haut quand c'est des zones vraiment proches de l'urbanisme et donc un peu d'agrément. Mais c'est tout à fait supportable par des collectivités territoriales. Et pour la partie où on a eu quelques interventions foncières pour recréer des zones d'expansion de crues, là où ça avait été urbanisé, là où il y avait avant des zones d'expansion de crues, et je peux vous dire qu'on en a beaucoup sur la partie basse de l'Iseron. Il y en a, on n'ira jamais. Par exemple, peut-être certains connaissent le carrefour Francheville, qui est un immense parking et un immense carrefour, qui était dans une très grosse zone d'expansion de crues. Je pense que le SAGIRC n'ira jamais exproprier et racheter Carrefour Francheville, parce qu'il n'aurait pas les moyens. En revanche, parfois, on peut acquérir un terrain en vente ou une maison en vente un peu ancienne et un peu délabrée, et on est en cela, de ce côté-là, aidé un peu par le fonds Barnier,
que vous connaissez sûrement, donc par l'État, pour acquérir des jardins. Donc on a une petite stratégie foncière inondation, parce que là, ça coûterait très cher, et une grosse stratégie foncière, en revanche, sur ressources en eau et gestion des milieux aquatiques. Pour compléter, vous avez prononcé le mot de concertation, hein, donc il est assez central. Souvent, quand il s'agit d'aller effectivement racheter des parcelles, ça peut aussi être des parcelles privées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'associer les gens le plus en amont possible au projet. Peut-être aussi dans la façon de présenter le projet. Je ne sais pas si présenter un projet en disant redonnons de l'espace à la rivière. Peut-être est-ce que c'est un peu clivant, parce qu'il y a ceux qui vont être pour et ceux qui vont être contre. Il y a peut-être une autre façon de présenter le projet en tant que tel, en disant on va réfléchir à l'aménagement de cet espace, voilà. Et ensuite, pour ce qui est du foncier lui-même, j'ai juste une anecdote qui montre bien en quoi c'est à la fois politique et à la fois très humain, ces histoires foncières. Sur le Dracamont, il s'agissait de redonner de l'espace à la rivière et donc d'aller acquérir des parcelles qui étaient des parcelles privées. Le bureau d'études techniques qui avait mené l'étude est allé rencontrer les propriétaires individuellement, un à un. Ils se sont heurtés à un refus catégorique. Et ensuite, le chargé de mission, qui est un gars du pays, un affité, comme on dit là-bas, est allé négocier avec chacun des propriétaires terriens et a obtenu la vente de toutes les parcelles. Donc la question du foncier, derrière le foncier, il y a aussi parfois de l'humain, il y a la façon de présenter le projet, il y a à quel moment on associe les personnes, il y a un peu tout ça. Merci. Mais de fait, étant donné qu'il y a quand même certaines complications et également des pertes derrière l'idée de redonner de l'espace, est-ce qu'il est toujours souhaitable en fait de redonner de l'espace aux rivières devant certains usages humains voilà. Peut-être avec Patrick pour débuter. Alors, le premier point de vue très utopique pour la biodiversité, c'est toujours souhaitable. On a vraiment besoin de ça à tous les niveaux, on entend parler tous les jours, c'est évidemment absolument souhaitable partout et tout le temps. Maintenant, voilà, il y a un peu de monde autour, et là on revient également sur les sujets politiques en fait. C'est une vraie question de trouver encore une fois les bons équilibres en fait. C'est souhaitable, de mon point de vue, sur l'aspect naturel, biodiversité, mais c'est aussi bien évidemment souhaitable pour les habitants, pour avoir de l'eau potable, pour ne pas être dérangé par des problématiques inondations qu'on voit de plus en plus fréquentes, toutes ces choses-là. Donc en fait, c'est effectivement éminemment souhaitable. Toute la difficulté, c'est jusqu'où je pousse le bouton. Voilà. Et du coup, à la suite de cette question, est-ce que l'EBF, en fait, elle est compatible avec d'autres usages justement humains? Est-ce qu'elle peut aider justement à travers l'EBF à améliorer certains usages autour de l'espace de fonctionnement des rivières? Est-ce que quoi? J'ai pas compris. Est-ce que l'EBF, elle est compatible en fait entre, il y a une compatibilité entre l'idée de donner de l'espace et d'améliorer également les usages autour, quoi. C'est tout. Après, ça va être tout l'objet justement de. On va revenir sur nos questions de concertation. Quand on arrive en partant d'un projet qui à la base est technique, enfin en tout cas un objet technique qui peut être effectivement en lien avec un gain de biodiversité ou ramener de l'eau dans une nappe ou redonner de l'espace pour dissiper les inondations. Ça, à la base, c'est un objet, enfin voilà, c'est un but qui est plutôt technique et plutôt voilà. Si on arrive ce projet-là à le confronter aux usages existants sur le territoire, si on arrive à comprendre à quoi sert cet espace, quels sont ses usagers, il y a toute la dimension attachement, comme le disait tout à l'heure Nathalie. Donc ça, par le biais de la concertation, hein, il faut aller au contact. Ça, c'est pas les choses qu'on trouve dans la biblio. Le projet, il va évoluer pour s'adapter au territoire, pour s'adapter aux habitants, aux usagers du territoire. Et là, il peut, du coup, on passe sur le gagnant-gagnant, il peut trouver, du coup, un intérêt pour le territoire. Donc, c'est vraiment
quand du projet technique, on arrive à évoluer vers un projet d'aménagement du territoire réellement en lien avec la population qui y vit et les usages qu'elle a, bah, c'est là où on peut rentrer dans une spirale vertueuse et avoir quelque chose qui va trouver un écho et trouver un intérêt auprès de la population qui y vit, quoi, et les élus, etc. Oui, ce que je voudrais dire, c'est un projet EBF ou n'importe quel projet de restauration de rivière, quand on porte un projet comme ça, on porte un changement sur un territoire, on porte un changement sur un espace donné, donc on peut bousculer des usages en place, on peut éventuellement en faire émerger de nouveaux, on peut aussi en faire disparaître. Et donc tout ça, ça se discute avec les habitants, les riverains, les usagers. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants vous faites beaucoup d'études assez techniques. Sachez qu'un projet de restauration, c'est avant tout une aventure humaine, quoi. Hein. C'est-à-dire que vous allez discuter avec des gens, vous allez essayer de vous mettre d'accord, vous allez négocier aussi. Alors, bien sûr, on peut faire appel à des prestataires pour ça. De plus en plus de bureaux d'études techniques, lorsqu'ils répondent à des appels à marché public pour réfléchir techniquement sur une restauration de rivière, sur une restauration de tronçons, proposent d'associer un bureau d'études sociologiques justement pour toute cette phase d'écoute, repérer qui y a autour de la rivière, qui fréquente la rivière, comment, quels sont les attachements, voilà. Et pour associer le plus en amont possible ces personnes-là afin de réfléchir, sachant que la réflexion, elle se nourrit mutuellement. Hein. C'est-à-dire que ce qu'apportent les personnes qui fréquentent la rivière vient nourrir le projet technique et réciproquement. Merci. Et donc on va faire un peu un changement de direction, mais au niveau des réglementations qui existent autour pour soit donner de l'espace, soit les limiter. Déjà, est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes afin de donner des éléments au public, mais également, est-ce que vous les trouvez pas suffisamment contraignantes pour justement derrière pouvoir redonner de l'espace et favoriser l'idée de redonner de l'espace aux rivières? On peut aller avec vous, Jean-Charles. Moi, je ne porte pas le jugement qu'elles ne sont pas assez contraignantes. On a des outils à portée de main. Quand on a des projets d'intérêt général, soit on peut le faire rapidement parce qu'effectivement, grâce à la concertation, que ce soit alors si c'est en plus sur terrain public, ça pose pas trop de difficultés, mais même sur terrain privé, grâce à l'intérêt général, on peut aller vite. Et puis si c'est un peu plus compliqué et un peu plus large, on fait une enquête publique et on a une déclaration d'utilité publique et on y va avec les outils qu'on a. Moi, je suis à la fois attaché à l'environnement, bien évidemment, mais aussi attaché à la démocratie. Donc voilà, on hérite d'une structure. On peut dire que l'espèce humaine a envahi le fond de vallée, mais depuis quand même quelques siècles, et que ça va être difficile de l'effacer d'un trait, puis qu'on n'a pas les moyens. Donc elle existe, elle vit. Il faut la concerter, la convaincre. Je pense qu'on a aujourd'hui des règles qui nous permettent, y compris, alors parfois, d'aller sur quelques réfractaires qui sont un petit peu enquiquinants. Alors moi, je ne l'ai pas connu sur des projets de renaturation où voilà, j'ai connu ces difficultés sur des projets de protection d'inondation et d'ouvrage. J'ai eu effectivement une propriétaire qui s'est couchée devant la pelleteuse pour empêcher les travaux. Voilà, donc il a fallu qu'on change de projet. Voilà. Et qu'on attende quelques années, il faut être patient, quelques décennies peut-être, qu'elle décède et que la maison soit en vente et qu'on l'acquiert. Voilà, mais il y a un moment, on ne peut pas... Voilà. Vous rigolez. Là, je suis sur un autre projet, un truc complètement dingue. C'est un mec qui a une cabane de jardin qui, petit à petit, l'a renforcée. Elle fait 25 mètres carrés au sol. Évidemment, il suffit d'appeler EDF pour avoir l'électricité. Pareil pour l'eau. Donc maintenant, il la loue 600 € par mois dans une zone où il faudrait me payer très cher pour y vivre l'hiver parce que c'est vraiment au bord de la rivière, à l'ombre. Alors l'été, c'est génial, hein, mais l'hiver, ça doit être particulièrement inconfortable et c'est tout petit. Et voilà, qu'on va exproprier par la DUP parce qu'il nous demande une somme astronomique parce que c'est son revenu... alors que c'est totalement de l'arnaque et du marchand de sommeil, quoi. Donc voilà, mais on ne peut pas faire intervenir l'habitat insalubre, on peut pas, enfin c'est hyper compliqué, donc il faut prendre le temps, il faut être patient et petit à petit on y arrive. On a des outils pour ça. En revanche, moi j'attire l'attention qu'en fait on est aussi limité, il faut qu'en amont on sache ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors,
Sur de la renaturation, on peut faire beaucoup de choses. Sur d'autres problématiques, moi, mes prédécesseurs avaient des projets d'ouvrages gigantesques qui entraînaient d'ailleurs une opposition sociale entre ceux qui voulaient être protégés, encore plus protégés et éternellement protégés contre les inondations, comme si ça pouvait exister, qui voulaient ces ouvrages, et ceux qui voulaient préserver un environnement et donc qui ne les voulaient pas. Et du coup, on a mis en place une grande démarche de concertation qui va se dérouler au total sur près de 10 ans, de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes de ce qu'on accepte de faire pour arriver à répondre un petit peu à ce que certains souhaitent qu'on fasse. Mais voilà, et du coup, c'est un vrai travail, mais passionnant, avec les environnementalistes ou les usagers de la nature proches des zones impactées et les riverains inondables qui se souviennent d'avoir perdu pas mal de biens dans la crue de 2003 pour les faire travailler ensemble, se connaître, aller sur le terrain ensemble, voir ce qui s'est fait dans d'autres secteurs. Et parce qu'on n'est pas loin d'autres bassins versants qui ont fait des choses. Et c'est passionnant, même si... Alors ce soir, ça va, c'est tranquille, mais j'ai quand même mes équipes en préalerte parce que il y a un niveau de pluie qui est important. Si ça bouge dans la nuit, on peut avoir des crues qui arrivent. Et je peux vous dire qu'on emmène par là. J'ai que le 17 octobre 2024, on était plein à la limite. Ça n'a pas débordé chez nous, alors que ça a débordé partout ailleurs. Il y a eu des affluents qui ont eu des petites choses, mais l'Iseron s'est dit, on est passé juste, et c'est une petite angoisse quand même quand on est élu et qu'on va voir les gens inondés derrière. Voilà. Peut-être juste sur la question des outils, pour rebondir ce que disait M. Colas. Les outils, effectivement, ils sont nécessaires mais pas suffisants. Et ça fonctionne surtout pour les nouvelles installations, en fait. Typiquement, toute la réglementation liée aux inondations, les plans de prévention des risques inondations, déterminent des zones sur lesquelles on ne peut pas mettre de nouvelles installations. Mais si dans ces zones-là, il y a déjà des usages, il faut faire avec. Donc de toute façon, effectivement, outil ou pas outil, il y a toujours cette dimension humaine, cette dimension de concertation à laquelle on ne peut pas couper, et tant mieux, parce que voilà, on est quand même une société humaine. Et puis deuxième chose, par rapport à la renaturation, ça peut être plus compliqué quand on a des réfractaires. Parce que autant pour un objet tel que la protection contre les crues, c'est assez facile, entre guillemets, de faire passer une déclaration d'utilité publique, ça se comprend très facilement. Et la réglementation est faite pour. Quand on commence à expliquer qu'on veut exproprier ou pousser des gens à vendre leur terrain alors qu'ils ne le souhaitent pas pour un objet de restauration de biodiversité, divagation de rivières et autres, c'est une autre paire de manches. Donc, vaut mieux négocier, s'entendre avec les gens. Ça peut faire transpirer quelques années, mais on peut y arriver, alors qu'on n'y arrivera pas forcément avec les outils réglementaires. Ok, merci. Oui, pour information, je pense il me semble qu'en Suisse, il y a une réglementation qui dit que rien n'est possible à 5 mètres du cours d'eau, par exemple. Donc c'est pour ça que la question est je trouve que c'était intéressant de voir si finalement on doit adapter aussi un peu de réglementation, même s'il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de faire des projets de restauration. Donc c'est intéressant d'en parler. Peut-être Patrick, sur ton projet, finalement ce qui est intéressant, on parlait d'usage compatible, c'est que il y avait quand même beaucoup d'intérêt à faire ce projet, notamment pour la ressource en eau, pour l'industrie. Aussi, tu parlais des centrales nucléaires et finalement de la gestion de la température de l'eau. Donc peut-être tu peux parler un peu comment finalement trouver des angles pour faire des projets de renaturation qui peuvent servir aux populations locales. Déjà, effectivement, le comité de pilotage, qui représente à peu près une quarantaine de personnes, est constitué d'un panel qu'on trouve rarement autour de la même table. Ça va des associations de pêche au directeur de la plateforme pétrochimique, en passant par tout un tas d'administrations. En fait, il y a un vrai intérêt commun autour de l'eau. Ce que je disais un peu tout à l'heure, en fait, à partir du moment où le constat est avéré qu'il va falloir faire des choix sur la quantité, on ne parle même plus de pollution, de qualité ou quoi que ce soit, on parle de quantité. Là, tout le monde se met autour de la table. Et effectivement, la discussion est possible à partir du moment où tout le monde a compris l'intérêt. Après, il y a une discussion qui doit se faire, une concertation autour de l'échelle de temps.
L'agriculteur va avoir une fluctuation très rapide au gré des saisons. 2023, c'était catastrophique pour commencer la médiation parce qu'ils se sont fait inonder, ils ne pouvaient pas rentrer dans les champs parce que les champs étaient trop mouillés, ils n'arrivaient pas à rentrer dans les champs en tracteur. Allez leur expliquer qu'on va dépenser 8 millions d'euros pour arroser encore un peu plus ces champs. C'était un peu compliqué. Du coup, il a fallu revenir sur l'année 2022 un peu plus sèche, toutes ces choses-là. Voilà. Et puis, effectivement, après, l'autre problématique, c'est effectivement l'intérêt général versus les intérêts particuliers, clairement, et sans jugement aucun. Nous, on a affaire sur le secteur à l'historique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les agriculteurs qu'on a en face de nous aujourd'hui ont vu leurs parents se faire exproprier d'un peu plus de 900 hectares pour la création du canal, se voir refourguer quelques terres au cœur de la réserve naturelle, qu'on va maintenant leur expliquer qu'on va ennoyer. Donc forcément, il y a quelques ressentiments de ce côté-là qui sont complètement compréhensibles en fait. Et dans le même temps, ces personnes-là ont des grosses difficultés pour produire parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'eau. Donc on arrive à avancer de concert comme ça, mais c'est vraiment effectivement trouver les points positifs à chacun. Et puis, on a toujours effectivement des réfractaires qui par principe, ne voudront pas discuter, écouter. Voilà, quoi. Donc 8 millions pour arroser des petites fleurs, c'est un peu beaucoup. Ah, ok. Ça me fait penser, Betty, que tu disais la même chose, c'est une histoire de timing aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la population locale est prête à certains projets à redonner de l'espace au cours d'eau, mais il faut parfois trouver aussi attendre le bon moment. Peut-être tu peux développer. Oui, il y a un vrai enjeu effectivement dans le moment où on sort le projet. Et nous, ça nous est arrivé plusieurs fois de mettre sur la table des projets qui nous paraissaient vraiment super, vraiment chouettes. Et qu'on a vite rangé dans le tiroir, en fait, parce que c'était pas le bon moment. J'ai en tête 2 exemples sur l'aménagement de la confluence entre la Brévenne et la Turdine, où finalement, sur cette confluence, il y aurait vraiment la possibilité de faire quelque chose à la fois de très attractif, on est en entrée de ville, ça pourrait être une zone vraiment intéressante, et utile pour l'expansion des crues. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un parking à cet endroit-là, que la commune de l'Arbrel est assez pauvre en stationnement et qu'on a engagé la discussion. Et puis, pour que ce soit acceptable pour le fonctionnement de la commune, on arrivait à un projet qui n'avait plus aucune ambition, en tout cas une ambition trop peu importante pour qu'on mette autant d'argent, et en termes d'expansion des crues et en termes d'ambition écologique. Donc là, on y a passé un peu de temps sur cette étude, essayer de trouver le bon scénario. Le scénario final, il n'était pas du tout satisfaisant. Ça ne sert à rien de le faire sortir. Une fois qu'on aura dépensé de l'argent sur ce secteur, on n'y reviendra pas. Donc autant ranger ça. Et puis, d'un commun accord avec les élus, on s'est dit c'est pas le bon moment, mais à un moment, la commune va réfléchir à une autre, repenser son plan de déplacement, il y aura d'autres. Et ça sera le bon moment pour le faire, comme ça s'est fait sur Tarare, où c'était le bon moment pendant 20 ans, c'était pas envisageable. Et puis, voilà. Et puis, donc effectivement, il y a cette grande importance du timing. Et du coup, je trouve tout l'intérêt d'avoir des syndicats qui sont pérennes, quoi. On a une structure qui est là, avec une équipe technique qui a cette connaissance des secteurs intéressants sur lesquels des projets pourraient être possibles. Quand les planètes s'alignent, c'est le bon moment, quoi. Et vraiment, nous, on l'a vécu à plusieurs reprises. Parfois, pendant 10-15 ans, c'est pas le bon moment. Et à un moment donné, il s'avère qu'il y a un événement qui fait que... voilà. Et nous, contrairement à ce qui s'est passé sur l'Iseron, on a eu la chance, j'ose pas le dire comme ça, vous le répéterez pas, la chance d'avoir une grosse inondation en 2008, qui a fait que quand on est arrivé avec les projets de barrages écréteurs de crues, on n'a pas eu à expliquer pourquoi on voulait faire ça. Les gens, c'était tellement frais dans leur mémoire, ils avaient tellement en mémoire ce qui s'était passé, alors il y a eu d'autres discussions, d'autres négociations, ça c'est pas passé comme une lettre à la poste, mais en tout cas, on n'a pas eu à défendre le bien fondé du projet, parce que c'était frais dans les mémoires, c'était le moment opportun, quoi. Je pense que si on arrivait maintenant, c'est beaucoup plus loin, ça serait nettement plus compliqué, quoi. Merci. Ouais, peut-être Nathalie, justement là-dessus,
les projets de les stratégies de concertation, etc., ou de médiation localement, est-ce que ça arrive finalement que ça avorte régulièrement ou que ça prenne des temps vraiment énormes ou que ce soit bloqué, ou peut-être développer un peu sur ce point? Alors, plusieurs choses. Je vais répondre à ta question pour répondre à ce que vient de dire Betty. D'une part, ce que tu dis, c'est que ça veut dire très bien connaître son territoire, être à l'affût dans le territoire des projets qui sont en train d'émerger dans le territoire. Et justement, en termes de retour d'expérience, nous, ce qu'on retrouve régulièrement, c'est qu'il y a toujours des événements déclencheurs. Ces événements déclencheurs, les crues font vraiment clairement partie des événements déclencheurs au projet. Et puis il y a éventuellement des projets de reconfiguration urbaine qui déclenchent aussi des projets de restauration. Enfin voilà, il y a des choses qui se passent sur le territoire qui peuvent créer des moments propices. Voilà. Alors sur la concertation, tu me disais, est-ce que ça peut... Moi, il y a une question que vous m'aviez posée, c'est est-ce que c'est long, c'est compliqué, les projets de concertation. Alors j'ai envie de vous dire, on en parlait tout à l'heure avec Patrick, ce qui est très long, c'est un territoire qui s'est bloqué par manque de concertation. Ça peut durer des années. Donc je vois que donc on a toujours intérêt à y mener une démarche de concertation. Et la concertation, est-ce que c'est compliqué? J'ai envie de dire, si c'est prévu dans le déroulement du projet. Alors derrière le mot compliqué, si c'est prévu dans le déroulement du projet, les phases s'enchaînent. En général, une phase de concertation, vous prévoyez un début, un milieu, une fin. Enfin, c'est-à-dire que vous définissez combien de temps va durer votre concertation. Vous la laissez pas. Et puis, c'est pas la feuille blanche. Vous définissez ce que vous mettez en concertation, combien de réunions vous allez organiser pour le faire, etc. Et si vous voyez qu'entre 2 réunions de concertation, il faut aller négocier avec un acteur en particulier, parce qu'il va vous foutre le bazar à votre réunion de concertation suivante, vous y allez. Je pense notamment au témoignage du SMAR lorsqu'ils ont travaillé sur l'espace de bon fonctionnement de l'Aude. C'était quand même sur une échelle très, très importante. Et le directeur du syndicat me disait que régulièrement, pendant la démarche de concertation, il a eu, entre 2 réunions, il est allé négocier avec certains acteurs, en face à face. Donc il y a tout ça. Et après, derrière le mot compliqué, moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut des compétences, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de savoir faire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un métier, la concertation. Donc, vous pouvez avoir des bureaux d'études qui vont vous aider à concevoir votre conduite de projet, à définir où est-ce que... Ouais, allez-y. Où est-ce que qui vous associez à quel niveau? Qui vous allez mettre dans le comité de pilotage? Qui vous allez mettre dans le comité technique? Qui vous allez plutôt associer aux réunions de concertation locale? Donc il y a une ingénierie en fait de la concertation qui est nécessaire et qui fait que vous allez éventuellement éviter des blocages. Je ne dis pas que les blocages n'arriveront pas, mais vous les sentirez plus venir parce que vous avez créé des arènes où ça se discute et voilà. Après, on aurait envie qu'en concertation, on ne mette surtout pas les opposants, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller les écouter, il faut les associer. Bon, voilà. Il y a des méthodes de travail et des méthodes d'animation de ces démarches. Peut-être, par rapport à ta question, moi j'ai connu l'issue d'une concertation où on a laissé tomber le projet. Mais en soi, pour dire, je considère pas ça comme une concertation avortée ou qui a échoué, parce qu'en fait, le fait qu'on ait pris ce temps de discussion tous ensemble, qu'on ait replacé les enjeux, qu'on ait réadapté le projet tel qu'il était sur le papier au sortir du bureau d'études, qu'on l'a réimplanté sur le territoire et qu'on a discuté avec les acteurs, on a en fait tous pris la décision que là c'était un barrage écrêteur, que le barrage écrêteur n'était pas utile à cet endroit et ne répondait pas aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc c'était pas, la conclusion ça a été on arrête, mais ça n'a pas été du tout vécu comme un échec. Au contraire, je pense que ça a même renforcé le processus et montré qu'on le fait avec véracité, qu'on vient vraiment poser le projet et qu'on en discute et qu'effectivement, il peut des fois y avoir des issues qu'on n'imaginait pas au départ. Mais... Super intéressant, merci. Du coup, on va passer à la... Pardon, vous vouliez rebondir?
Non, pour compléter, juste, la concertation, c'est toujours plus court que la non-concertation. C'est-à-dire que si vous avez une opposition et que derrière il y a des recours juridiques, ça durera beaucoup plus longtemps que ce qu'aurait pris le temps d'une concertation pour trouver les bons compromis. Donc oui, il faut la faire, la concertation. Après, on a 2 sujets de concertation, enfin 2 niveaux, à mon avis, un échelon politique et un échelon citoyen. Les 2 sont politiques, mais quand je dis politique, c'est élu. Alors moi, j'ai jamais eu de gros soucis sur des sujets de renaturation, mais plus sur des sujets pays, comme Betty. Mais dans d'autres compétences, j'ai eu aussi des concertations compliquées politiquement. Quand on fait de la concertation, ça veut dire qu'on ouvre le débat sur l'opportunité aussi du projet. C'est pas seulement choisir la couleur des volets ou voilà. C'est aussi de dire qu'on est capable, si c'est une vraie concertation, de dire s'il y a une opposition majoritaire malgré le temps qu'on prend pour essayer de convaincre, etc. On abandonne le projet. Mais on a quand même d'abord un temps de débat politique. Les projets, ils avancent quand déjà les élus sont convaincus. Et ça, c'est un vrai sujet. Avant d'aller à la concertation avec les citoyens, il faut déjà arriver à avoir, si ce n'est un consensus, au moins un compromis dynamique au niveau des élus. Si on n'a pas ce compromis dynamique, c'est sûr que ça va être très compliqué la concertation citoyenne parce que les élus vont politiser les citoyens ou politiser le débat et ça va être très compliqué. Je l'ai vécu sur un projet de téléphérique que peut-être certains connaissent ici. Moi, j'ai la chance, au niveau du SAGIRC, que petit à petit, sur ces sujets-là, on a commencé sur les inondations il y a 25 ans, en gros. C'est 2002, ouais, ça. Enfin, ils ont commencé, même si j'étais déjà un peu là. Et donc, du coup, petit à petit, les élus ont acquis une culture sur tout l'aspect milieu aquatique, ressources en eau, etc. Et aujourd'hui, j'ai une unanimité des élus sur tous ces aspects bio. Enfin, écolo, on va dire. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 10 ans, tout ce qui les intéressait, c'était des digues et des barrages, parce qu'il fallait protéger les habitants. Maintenant, la question de la ressource, la question de la protection, la question de la biodive, et du coup, on a une certaine unanimité déjà au niveau des élus pour faire des actions de renaturation, de protection de la ressource, etc., de recréation de zones humides et tout. Après, il faut prendre le temps de la concertation avec les citoyens. J'insiste, en fait, on a un trouble démocratique en France qui vient de nos institutions. Moi, j'ai la chance d'être, on va dire, historiquement plutôt germaniste, donc de connaître un peu ce qui se passe dans ces pays-là et d'avoir une connaissance de d'autres fonctionnements démocratiques. En France, on a aujourd'hui, du fait de nos institutions, un débat manichéen. On est soit noir, soit blanc. On est soit pour, soit contre. On existe politiquement parce qu'on s'oppose à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de culture de recherche de compromis, il n'y a pas de culture de débat, etc. Et c'est le mode électoral qui veut ça. C'est très différent dans d'autres pays. Et moi, j'insiste là-dessus. Alors, donc, du coup, c'est soit le consensus, soit rien du tout. C'est soit on fait le projet tel qu'on l'avait prévu au départ, soit on abandonne tout. C'est complètement idiot. Donc, l'objectif dans la concertation, c'est ce que j'appelle la recherche du compromis dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas le consensus, c'est-à-dire on n'est pas tous d'accord sur le projet. L'objectif, c'est que personne soit en total désaccord avec le projet. C'est l'inverse. Que personne soit en totale opposition. Alors, évidemment, en France, il peut y avoir de l'instrumentalisation de ce genre de position. Mais l'enjeu, c'est ça. C'est mettre tout le monde autour de la table pour qu'on arrive à un projet où personne dit « il me viole, ce projet, donc je ne le veux pas ». Que tout le monde dise « c'est pas mon projet, mais ok, je l'accepte. Voilà. Je ne voterai pas pour, mais je ne voterai pas contre ». Et c'est ça le compromis dynamique. Et je pense que c'est toute une technique. Alors, comme ça a été très bien dit, il y a aujourd'hui plein de bureaux d'études en sciences sociales pour accompagner les élus et les équipes pour faire de la concertation et de la faire de cette forme-là. Et ça fonctionne. Merci. Du coup, je vais rebondir sur un aspect que vous avez commencé à développer, qui est finalement l'évolution des mentalités. Donc, c'est vrai qu'on est passé de endiguer les cours d'eau, canaliser, etc., et maintenant à les renaturer, à avoir, dans les dernières décennies, envie de leur redonner de l'espace et comprendre que c'est utile. Du coup, on va passer sur la partie perspective et finalement rebondir sur le fait que oui, il y a beaucoup de projets de renaturation qui se font et qui donnent de l'espace aux cours d'eau. Et à côté de ça, il y a aussi de l'urbanisation, notamment dans la région de Lyon. Il y a aussi des modèles agricoles finalement qui ne sont pas toujours compatibles ou des directions de société qui ne sont pas forcément toujours... Alors voilà,
dans un sens, on redonne de l'espace au cours d'eau sur certains tronçons, et peut-être est-ce que finalement il y a d'autres tronçons sur lesquels on perd de l'espace, ou quelles sont les véritables directions? Je ne sais pas si Nathalie ou quelqu'un d'autre enchaîné, ou Jean-Charles. Alors, moi, contrairement à Betty, et puis les autres sont dans des situations totalement différentes. On est vraiment sur des territoires totalement différents. Moi, je suis dans une zone très urbanisée, c'est très clair. Donc, non, je ne vais pas effacer 20 000 habitants d'un coup pour refaire ce qu'il y avait dans le Vallon il y a 2 siècles ou 3 siècles, voire plus, quand tout était inondé. Donc, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, il y a plein d'endroits tout au long de la rivière, et surtout dans les affluents, où il y a des choses intéressantes à faire. Je vais prendre un exemple concret, tout bête, mais ça va vous parler. Je ne sais pas si vous connaissez bien le territoire, mais juste en amont d'Oulin, il y a une commune qui s'appelle Sainte-Foy-les-Lyons. Quand même très urbanisée, très dense. Et sur cette commune, il y a un petit ruisseau qui arrive juste en face de Carrefour Francheville. Ça s'appelle les Rases. Donc ça descend. En fait, ce ruisseau, il captait normalement tout le bassin versant de Lyon 5e et Sainte-Foy-les-Lyons. Et ça faisait une superbe zone humide qui arrivait tranquillement dans l'Iseron. Bon, évidemment, on a construit des tonnes de villas, surtout. Puis après, quelques immeubles maintenant, mais il y a surtout beaucoup de maisons. Du coup, les gens, ils avaient un peu d'eau dans leur terrain, puisque c'était une zone humide. Donc, ils ont construit des trottoirs pour dévier l'eau, voire des petits drains, des canalisations, tout ça. Hein. Et puis, le voisin qui avait l'eau que l'autre lui renvoyait, il a construit la même chose, et ainsi de suite. Et donc, du coup, l'eau va maintenant très, très vite à la rivière. La zone humide est quasiment sèche. Et quand il y a un petit orage, la rivière a beau être basse, hein, on a vu ça, c'était en juin 2023, elle avait un peu monté, mais on était tous sous des trompes d'eau, puis il est tombé 120 mm sur ce secteur-là en 1 heure. Là, la sortie de tous ces drains, là, qui est un gros tube, etc., là, ça débitait à toute vitesse, quoi. Et là, on se dit, mais c'est dommage, parce que cette eau, on en a besoin sur ce territoire. On a besoin qu'elle s'infiltre, on en a besoin de la garder. Et donc, on a travaillé avec, d'ailleurs, des universitaires de Lyon 2, mais pas que, des techniciens et tout ça, pour essayer de retrouver. Et en plus, coup de chance, sur ce petit ruisseau des Rases, il y a des écrevisses à pattes blanches. Donc, on a fait en plus une étude sur est-ce que ces écrevisses sont intéressantes à sauver, est-ce qu'elles ne sont pas trop déjà consanguines et foutues, donc étude ADN. Enfin, on a fait toutes les études possibles. Et ce ruisseau, sur 500 mètres, il a été totalement artificialisé, etc. Et là, on est sur un grand projet. Alors, ça ne va pas coûter des millions, hein, mais ça peut être assez génial, de suppression de tout ce qui est artificiel, de recréer un cours d'eau calme, de recréer une zone humide. On a des prescriptions dans les PLU pour qu'on arrive à supprimer en amont, petit à petit, les drains qui font que la voirie renvoie toute l'eau directement dans un tuyau pour qu'elle aille dans cette zone humide. On est sur du terrain naturel, donc un terrain privé, boisé, etc. Par chance, la propriétaire de la belle maison bourgeoise qui commence à avoir un certain âge, elle va la vendre. Et l'acheteur, il n'a pas envie d'entretenir 5 ou 6 hectares de bois et de rivière, donc il est prêt à nous le vendre. Bref, sur un petit truc, on peut faire un projet qui coche toutes les cases positives, bien aidé par l'agence de l'eau, bien évidemment, et rendre service à tout le monde sans qu'il y ait besoin de concerter, etc. Et des projets comme ça, en ce moment, le SAGIR qui en mène 3-4 de front, que ce soit sur du terrain public, parce qu'on l'acquiert, et voilà, ou que même ce soit sur des terrains privés avec l'accord des propriétaires qui, quand ils ont la chance d'avoir une grande propriété, comme on en a une à Oulin, à la limite de Saint-Genis-Laval, traversée par un affluent de l'Iseron, ils ont envie que ce cadre-là soit chouette, donc le plus naturel possible. Donc si on y fait des travaux de renaturation, de reméandrement, etc., et même si on enlève quelques peupliers qui ont été plantés il y a 50 ans par leurs ancêtres parce qu'il fallait justement assécher, un peuplier ça boit beaucoup, et qu'on replante des arbres plus intéressants, ils sont pour, donc on le fait. Et plein de petits projets, c'est pas obligatoirement plus mal qu'un gros projet. Merci. Du coup, oui, il y a aussi la notion du coût qui a été abordée. Donc c'est vrai qu'on a vu certains chiffres qui se sont affichés sur les coûts de restauration, qui sont souvent en centaines de milliers d'euros par kilomètre linéaire, voire proche du million d'euros.
Est-ce que si on remet ça en perspective de la quantité de cours d'eau et de kilomètres linéaires qu'on a sur le bassin, alors peut-être Nathalie, tu peux aussi discuter de ce que l'agence de l'eau justement participe à ces projets. Est-ce que malgré les participations, les subventions, est-ce que ça reste un frein, par exemple, à redonner de l'espace aux rivières dans les prochaines décennies? La dimension financière, tu veux dire? J'en ai discuté avec notre collègue spécialiste de restauration physique là, avant de venir, parce que je lui dis je vais avoir la question, il faut que tu m'aides à y répondre. Et donc lui me dit que le point principal c'est le foncier plus que le financier. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord autour de la table, mais en gros c'est ce qu'il me dit. En termes de tendance, ce qu'il observe sur le bassin Rhône-Méditerranée, c'est beaucoup d'études sur la question d'études techniques qui sont lancées sur la question de l'espace de bon fonctionnement. Et là où c'est pas difficile de lancer l'étude, là où ça devient compliqué, c'est quand il faut réaliser les travaux. C'est un peu là que parfois des études ne sont pas suivies de travaux, où ça bloque un peu, où ça traîne, ou voilà. C'est un peu ça la tendance. Alors l'agence, juste je le dis, mais vous le savez peut-être déjà, apporte des financements à ce type de projet. 70 à 80% pour les phases travaux. J'espère que ça a bien été le cas pour vous. On est aussi à 70% pour les démarches de concertation. Donc, vous voyez, on pousse beaucoup à tout ça et à ce que ça soit mené de manière concertée. Et peut-être juste, j'ai pensé une chose qui était peut-être importante de rappeler, c'est les documents de planification qui aident beaucoup aussi, notamment les SCOT, les PLU. Et ce que me disait mon collègue, c'est qu'on observe de plus en plus des inscriptions de ces espaces de bon fonctionnement dans les SCOT, dans les PLU, et que ça a un effet vraiment intéressant. Donc il y a un travail à mener avec les aménageurs du territoire, et notamment ces porteurs de SCOT et de SAGE, qui est déterminant. Je ne sais pas ce que vous vivez, vous, sur vos territoires, mais voilà. Et ça tient encore à l'humain, parce que j'avais le témoignage d'une collègue sur Nîmes qui me disait que sur le SAGE Vistre-Vistrin, que la prise en compte des zones humides, des espaces de bon fonctionnement avait été grandement facilitée par le fait que les deux chargés de mission, SCOT et SAGE, partageaient le même bureau. Donc ça tient parfois à des petites choses comme ça aussi. Ok, merci. Du coup, pour rester dans les perspectives, on a un climat aussi qui est en train de changer. Finalement, Patrick, toi, sur ton projet, vous essayez de remettre des zones en eau qui étaient en train de sécher, et en fait, il y avait un enjeu ressource pour les industries qui pompent dans la nappe, et les nappes étaient en train de baisser. Est-ce que tu penses que, avec le changement climatique, etc., on va finalement pas avoir le choix dans certains cas que de donner un peu d'espace aux rivières et de restaurer des zones humides alluviales, remonter des nappes. Alors je parle pour la ressource, mais aussi la fréquence d'inondation qui va changer, etc. Alors c'est juste une certitude. On parlait tout à l'heure des eaux accélérées, etc. On a un peu changé de paradigme depuis 5, 10, 15 ans, suivant les cercles dont on parle. Toutes nos cartes montrent les cours d'eau, c'est un fil bleu. On a travaillé pendant 50 ans sur ce fil bleu. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur quelque chose d'un peu plus large. Ralentir l'eau, travailler sur les cycles courts, les zones humides, toutes ces choses-là, tout ce qu'on peut faire, c'est juste strictement nécessaire. D'une part pour la biodive, et aujourd'hui, même si nous on travaille sur quelque chose qui s'approche sur du technosolutionnisme quand même, je pense que c'est la seule issue en fait par rapport au changement climatique, au vu de tout ce qu'on peut voir et des vents contraires qu'on a en ce moment à différents niveaux nationaux, internationaux. La seule résilience possible, elle est portée par la biodiversité, au sens large du terme. Elle est vraie pour l'aspect strictement naturel, elle est aussi vraie pour, je parlais d'équilibre tout à l'heure, mais c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire arriver à trouver les bons équilibres pour porter une vraie résilience. Et quand on a dit ça, il reste à le faire derrière, c'est pas simple. Mais effectivement, c'est changer de paradigme, c'est réduire, quoi. Réduire. On a vu toutes les différentes contraintes qu'on peut rencontrer. On est de plus en plus nombreux sur des espaces de plus en plus réduits. On commence à travailler sur infiltrer à la source les eaux beaucoup plus qu'avant, où c'était envoyer le plus vite possible, effectivement, le plus loin. Ralentir les cycles, réduire, ralentir peut-être un peu aussi. Je change un peu de sujet, mais ça va vraiment avec ces choses-là, quoi.
C'est nos agriculteurs qui auront moins d'eau, qui feront moins de production. Du coup, on aura moins de quoi alimenter autant de monde. Enfin, c'est toutes ces choses-là, quoi. Encore une fois, moi, j'avais un peu conscience de ces choses-là sur l'aspect. J'ai beaucoup travaillé sur les côtés qualité de l'eau. Arriver sur ce projet où on se rend compte que là, on n'est pas au Sahel, on n'est pas dans les Pyrénées, tel que c'était le cas il y a 6 ou 8 mois en arrière, mais à un horizon 5-10 ans, on va avoir des problèmes de quantité d'eau. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait le test sur une coupure d'électricité de quelques jours, vivez 2-3 jours sans eau courante, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Et donc, c'est ces choses-là, c'est soit on va être rattrapé et contraint et ça va être très douloureux, soit effectivement on anticipe, on travaille pour réduire un peu la force de la vitesse dans laquelle on va se prendre en fait ce mur, quoi. Donc c'est juste, il y a une vraie prise de conscience globalement au niveau politique. On voit les choses qui évoluent, on voit les financements qui sont effectivement orientés sur des zones humides. En fait, quelques années en arrière, c'était pas vendable non plus politiquement, parce qu'on travaille sur les têtes de bassin, on travaille sur des choses où le lien entre, autant on fait une digue, on voit que derrière on n'a pas d'inondation, ça marche tout de suite, autant expliquer aux gens en quoi la zone humide va être bénéfique sur l'aspect cycle de l'eau, sur l'aspect gain en biodiversité, stockage d'eau, qualité de l'eau, etc. Ça nécessite un peu plus de temps, de pédagogie, et on l'a pas ce temps en fait. On est toujours en train de courir au prix après ces choses-là. Donc vous avez quand même une belle mission à venir sur ces sujets, hein. Vous allez avoir pas mal de boulot de ce côté-là. Ça peut sembler évident, mais on a encore énormément en fait de parties prenantes qui sont pas du tout sur ces mécanismes-là, parce qu'ils ont été, on leur a enseigné tout un tas d'autres choses, quoi. Donc désapprendre aux gens et leur montrer que c'est pas forcément la meilleure solution. Il y a des inondations, il faut curer pour aller plus vite. En fait, c'est ce qu'on a fait pendant 100 ans, et aujourd'hui on explique plutôt qu'il faut méandrer, ralentir les eaux et donc les garder là pour que les voisins du dessous prennent un peu moins la chasse derrière, quoi. Donc, et ça rentre après sur effectivement d'autres considérations plus sur le vivre ensemble, quoi. Donc, pas chez moi, chez les autres. Au bout du compte, celui qui est tout en bas, il prend cher, quoi. Et au final, vous avez tous constaté que nos assurances commencent sérieusement à augmenter, quoi. Donc on prend aussi, mais de manière indirecte, mais voilà, ça fait partie du vivre ensemble, quoi. Ouais, pardon, non, c'est super intéressant. Justement, sur la vitesse à laquelle... Alors, il y a beaucoup de projets de restauration et quelques centaines de kilomètres linéaires qui se font chaque année sur le bassin, etc. Betty, pour toi, en termes de vitesse à laquelle on restaure des tronçons par rapport aux enjeux qui nous attendent, comment tu vois un petit peu la tâche? Je vais reprendre une phrase qui n'est pas de moi, mais donc d'un collègue d'un bureau d'études qui l'utilise souvent et que je trouve top. C'est plus facile de mettre un sucre dans le café que de l'enlever. Et je trouve qu'en matière de restauration écologique, on est pile là-dedans, quoi. C'est pour ça que c'est coûteux, c'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que voilà, on arrive après des siècles d'urbanisation, d'utilisation du territoire d'une certaine façon, et que pour inverser la tendance, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Et du coup, moi qui ai du coup une vingtaine d'années là dans les pattes de constat de ce qui se passe, il y a un vrai progrès. Ces projets-là, ils ont bonne presse, plutôt bonne presse. Il y a un vrai changement dans la société vis-à-vis de ces questions-là. Mais la mise en œuvre n'est pas simple et pas rapide. Et voilà, ça reste des petits morceaux à droite à gauche. Et même si, quand on sort un projet comme ce qui s'est fait sur Lison, c'est juste phénoménal. C'est sûr que quand on dézoome et qu'on met ça déjà à l'échelle du département du Rhône, on se dit bon voilà. Puis alors si on dézoome à l'échelle du grand bassin Rhône-Méditerranée-Corse, on se dit bon en fait voilà. Donc ça peut être un peu décourageant, mais tout ce qui est pris est bon. Donc voilà. Mais c'est sûr que voilà, ces questions d'échelle, ça pose parfois question. On a tendance à se sentir des fois un peu le petit hamster dans la cage là. Mais en même temps, voilà, tout ce qui localement pour le coup, on peut amener des vrais changements, et c'est ça qui est chouette aussi dans la réflexion à l'échelle d'un bassin, c'est que quand l'action commence à avoir quelques dizaines d'années, on commence à avoir des changements, et ça c'est quand même vraiment très encourageant.
Je vais être provocateur, mais j'ai presque envie de dire merci le changement climatique. Ouais. En fait, il y a quelques années, et encore un peu maintenant sur certains territoires, les élus, à part le risque inondation, Ah, c'est ça. Ah oui, clairement. maintenant, en fait, on est, nous, dans une zone sous tension en termes d'urbanisation, bien évidemment. Il y a encore des constructions, des habitants qui arrivent, etc. Et du coup, on a deux problématiques évidentes qui arrivent pour les élus. C'est qu'il faut que l'assainissement fonctionne et il faut de l'eau potable. Et ils ont commencé à avoir des territoires où il n'y avait plus de permis de construire délivrés parce qu'il n'y avait plus assez de quantité d'eau à certaines périodes de l'année, etc. Donc nous, aujourd'hui, et puis j'ai presque envie de dire qu'on rentre aussi par un volet inondation qui est nouveau, lié au changement climatique. Mais ça, c'est peut-être lié à mon bassin versant. C'est-à-dire que nous, on avait la grande crue de 2003 sur l'Iseron, c'est la crue classique, c'est-à-dire il pleut pendant 4-5 jours. L'éponge, parce qu'il y a quand même, entre guillemets, historiquement, une partie encore qui absorbe l'eau, mais elle se remplit, on est vite sur le granit dessous, et puis quand c'est plein, voilà, ça déborde, et c'est là que la rivière déborde. Aujourd'hui, ce qu'on a vécu le 3 juin 2023, par exemple, ou le 17 octobre 2024, c'est plutôt une pluie très violente sur un temps plus court, et sur un espace, heureusement jusqu'à présent, plus restreint, une surface plus restreinte. Du coup, on a de l'inondation par ruissellement. Et là, les élus se disent, enfin, en tout cas, les techniciens, on leur disent aux élus, si on veut éviter le ruissellement, il faut désimperméabiliser, il faut reméandrer, il faut ralentir. C'est pas la rivière elle-même qui inonde, c'est en fait plutôt les affluents, les petits affluents qui débordent par endroits, etc., etc. Et donc, du coup, le risque inondation lié au changement climatique, c'est plus le même qu'avant, et il entraîne plus cette réflexion sur faut ralentir, faut désimperméabiliser, revégétaliser, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, très honnêtement, nous, la question de la ressource en eau s'est imposée depuis une dizaine d'années, et donc du coup, aujourd'hui, il y a une majorité d'élus qui est complètement convaincue qu'il faut garder l'eau sur le territoire et pas l'envoyer dans le Rhône, pas seulement pour ne pas inonder péage de Roussillon ou Salé-sur-Saône, mais parce qu'on en a besoin. On en a besoin tout le long de l'année. Et vous voyez, un truc tout con, mais une des problématiques importantes de l'Iseron, ça a été cette année 2025, notamment des pollutions. Pollutions qui sont liées à trois choses. Un réseau d'assainissement qui a été très mal et très peu entretenu pendant des décennies. Donc, même si on a mis 250 millions d'euros sur tout le réseau d'assainissement de la métropole sur ce mandat, il va falloir 18 ans, donc 3 mandats, pour rattraper le retard. On a 1500 km de réseau d'assainissement à refaire. Donc, il y a du boulot pour des ingénieurs aussi. 2, la malveillance. 2 actes de délinquance avec des troncs d'arbres, enfin des bûches de bois mis dans le réseau d'assainissement pour le boucher qui déborde et que ça déborde dans la rivière. Ça arrive aussi. Et puis on a un troisième, c'est en cas d'orage. Le réseau d'assainissement, puisqu'il est déjà plein tout le reste de l'année quand il n'y a pas d'orage parce qu'il y a beaucoup d'habitants, il déborde. C'est ce qu'on appelle des déversoirs d'orage. Et là, il déborde dans la rivière. Alors, quand c'est dans la rivière, ça va, parce que quand on a 30, 40, 50, 80 mètres cubes secondes, les égouts peuvent se déverser dedans, c'est dilué, ça ne pollue pas. En revanche, quand c'est dans les affluents, et ça arrive régulièrement, là où on a 1 ou 2 ou 3 mètres cubes secondes, même en cas d'orage, là, ça a vite un effet dévastateur sur la biodiversité. Donc, les gens ont compris tout ça, en tout cas les élus, et donc on avance assez bien sur la question de la ressource, la question de la gestion des déversoirs d'orage et de l'assainissement, pour préserver la rivière, la nécessité qu'il y ait de l'eau, même en été, parce que quand il y a un petit orage l'été, effectivement, si les gousses déversent dans la rivière, ça va tuer tous les poissons. Voilà, enfin, donc tous ces enjeux commencent à être bien pris en compte. Et je trouve que le dérèglement climatique a bien fait évoluer au moins la conscience des élus. Après, pour la population, c'est un autre sujet. J'ai un petit complément sur le sujet des efforts financiers versus les résultats.
Effectivement, on parle de projets là actuellement avec des chiffres quand même relativement importants. Tu es bien placé aussi pour savoir qu'on commence à avoir aussi d'autres philosophies qui se développent sur la réhabilitation des processus, etc. Et en gros, c'est beaucoup moins vendeur, que ce soit pour le politique, pour les bureaux d'études et pour les ingénieurs qu'on est. Mais bien souvent, presque, il faudrait juste laisser un peu de temps à la nature pour faire le travail, en fait. Ça, c'est compliqué à vendre. On a des échéances électorales très rapprochées. Ce dont on est en train de parler là, on n'est pas sur les plans de temps de 5 ans, de 6 ans, etc. C'est des choses qui sont sur le très long terme. Et par contre, c'est des choses qui marchent à moindre coût. Et ces choses-là commencent à se développer. Alors, est-ce que c'est la poule et l'œuf? Est-ce que c'est parce qu'on a de moins en moins de moyens qu'on va chercher ces éléments-là? Mais c'est aussi, je pense, parce qu'on a encore une fois une compréhension beaucoup plus globale de l'interconnexion de ces écosystèmes, en fait. Pour que la rivière Fantôme, il faut qu'il y ait un limageur, il faut qu'il y ait une ripisylve, il faut qu'il y ait toutes ces choses-là. Et en fait, on commence à prendre le problème sur un volet un peu plus systémique, et donc de travailler pour dire... remettre, en fait, des fois, il suffit juste de redonner un petit coup de boost, une petite tape dans le dos, et puis la nature va reprendre son truc. Pas comme on voulait le faire, ça va quand même, il faut lui laisser de la place, mais ça marche encore dans pas mal d'endroits. La limite à ce truc-là, on en entend aussi beaucoup parler, c'est nos limites planétaires, à force de pousser les équilibres, mais il y a encore beaucoup de choses où il ne faut pas grand-chose pour que ça reparte dans l'autre sens, quoi. Donc, c'est pas forcément linéaire en termes d'efforts financiers par rapport aux résultats derrière. C'est très variable, effectivement, par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme enjeu, comme pression démographique, etc. Aujourd'hui, moi, je reste convaincu que pour de moindres sous, on va aller travailler sur les bassins versants, sur les têtes de bassins. C'est le premier endroit pour ralentir, en fait, tout ce qui est ruissellement et toutes ces choses-là, pour stocker de l'eau. On a moins de pression foncière également, parce qu'effectivement, on s'est quand même tous empilés dans les fonds de vallée, parce que l'eau était là, parce que l'énergie est là, parce que c'est des terres fertiles, etc. Donc, on ne va pas refaire le monde. Mais voilà, il y a quand même cette démarche-là où on voit beaucoup de choses qui se font maintenant sur l'hydrogène régénérative, sur le low-tech avec les sujets Castor, où on a passé d'excellents bons moments, et voir des choses qui se font juste avec nos petites mains en espèce d'une demi-journée et constater des résultats quasi immédiats, sans pelle mécanique, sans trucs comme ça, alors qu'on est abreuvé de ces choses-là depuis qu'on sort de l'école, en fait. C'est assez rafraîchissant aussi, et ça redonne un peu de boost aussi pour aller un peu plus loin dans la démarche. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, ça va être le moment de passer aux questions-réponses avec le public. Est-ce que des gens ont des questions? Bonjour, merci. J'ai une question, parce que vous parliez du coup des frais engendrés, mais est-ce qu'il y a au niveau des résultats, il y a des données chiffrées, au niveau de la biodiversité, enfin comment on mesure justement les résultats qu'ont ces infrastructures, ces changements d'habitat, voilà. Je commence. Allez, la grande question des indicateurs. Ça, c'est toujours le casse-tête. Comment on va essayer de mesurer ça? C'est pas évident en matière de biodiversité parce que, comme ce que disait mon collègue, on est sur des temps longs. Donc, alors nous, on a par exemple fait un des trucs classiques, c'est la pêche d'inventaire, pêche électrique d'inventaire. Donc, on pêche tous les poissons sur le linéaire avant travaux, et puis on revient 1 an après. 3 ans après, 5 ans après, après différents protocoles. Là-dessus, on a des résultats assez rapides, qui sont des fois pas dans le sens qu'on imaginait, parce que on a souvent une baisse tout de suite après le projet, parce que moins d'ombrage, parce que on a quand même secoué le cocotier un peu, donc voilà. Et puis ça remonte assez vite. Donc il y a des indicateurs qui sont assez faciles, on va dire, à mesurer, puis il y en a d'autres qui sont bien plus complexes. Donc le tout, c'est d'en trouver quelques-uns qui nous donnent une indication, et puis après surtout de rester super humble par rapport à ça. Et souvent la logique qu'on a, c'est de se dire on essaie de se rapprocher au plus près du modèle naturel, et on ne devrait pas trop se planter, mais après on reste quand même toujours des apprentis sorciers, comme l'étaient les ingénieurs qui ont analysé
dans les années 60, quoi. Donc, faut rester humble vis-à-vis de ça aussi. Mais... Peut-être juste un petit complément pour parler de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône. Là, on a en ce moment un gros projet qui est en train de se mettre en place de suivi opérationnel, en fait, de toutes les opérations de restauration écologique du Rhône qui ont été conduites depuis un certain nombre de dizaines d'années maintenant, une vingtaine d'années. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire une banque assez importante de tous les indicateurs qui soient sur la morphologie, sur plutôt la partie faune-flore, sur le fonctionnement en fait, de ces espaces, sur différents secteurs, sur un pas de temps important. Donc là, nous, pour l'instant, on est parti sur 20 ans, mais l'idée, c'est que ça perdure. Et qu'on essaye justement d'essayer de quantifier ça au mieux. Mais c'est un sacré projet. En soi, c'est un vrai projet de suivre le résultat des projets, quoi. Alors, à l'Agence de l'eau et en interagence, on a donc un chantier de suivi de tous ces indicateurs que tu viens d'évoquer, Betty, donc des indicateurs plutôt morpho, faune, flore, etc., état chimique, etc. Donc, qu'on suit depuis déjà plusieurs années pour voir un petit peu les impacts. Et on a rajouté depuis peu de temps un volet social pour voir aussi l'impact justement sur les usages, sur les perceptions et comment tout ça s'est vécu aussi par les humains qui pratiquent ces cours d'eau. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Je pense qu'elle a été très intéressante. On a entendu beaucoup de mots autour de la concertation, donc concertation, consultation, négociation, convaincre, etc. Finalement, il y a un mot qui a été prononcé qu'une seule fois, c'était co-construction. J'aurais tendance à penser que justement, et notamment pour la partie citoyenne, si les citoyens étaient véritablement intégrés aussi dans la décision et en fait à la source des projets, il n'y aurait pas besoin finalement de convaincre, de concerter, de consulter après coup. Est-ce que, à votre sens, c'est assez fait aujourd'hui? Est-ce qu'on dispose des outils? Est-ce que c'est impossible au regard des délais des projets? Voilà. Alors, puisque je crois, employer le mot co-construction, qui est cher à mon cœur, je vais vous faire une réponse de Normand. C'est bien sûr possible. Ce n'est pas une question de délai. C'est d'abord une question de volonté politique et peut-être de capacité. Vous savez, dans notre pays plus qu'ailleurs, on n'est pas habitué même à la concertation, donc la co-construction encore moins. Les élus décident et puis point à la ligne. C'est un peu l'histoire. Donc je pense que ça se passe beaucoup dans la tête des élus d'abord. Et après, c'est pas si simple que ça. Parce que la participation citoyenne dans son ensemble, on l'a testé depuis bientôt 40 ans. On a fait des choses et on a eu des retours d'expérience parfois négatifs. Alors moi je suis sur un tout petit bassin versant, il y a juste 120 000 habitants. Non, on ne peut pas faire participer 120 000 personnes, ni même d'ailleurs une par foyer, ce qui ferait à peu près 40 000, bien évidemment. Et en fait, la participation citoyenne, ce n'est pas obligatoirement ce qu'on appelait dans les années 80-90 la démocratie participative. Suivant les sujets, évidemment, quand on traite d'aménagement des trottoirs dans un quartier ou du nettoiement de la voirie, on peut s'adresser à tous les habitants de la voie. Quand on traite d'un aménagement de rivière, on peut s'adresser un peu aux riverains, mais surtout à ceux qui sont concernés par la rivière. Évidemment, on a parlé des associations de pêche, des associations environnementales, des comités d'intérêt locaux de quartier qui sont concernés par la rivière. Ce n'est pas la peine d'associer tout le monde. Sinon, il faudrait faire une longue période de formation pour que les gens soient suffisamment informés pour ensuite pouvoir co-construire. Et donc, moi, j'appelle ça a été décrit déjà dans les années 90 par des amis de la région parisienne, non pas la démocratie participative, mais la démocratie de structure. C'est-à-dire, quand on va construire une école, on va s'adresser aux élèves, aux parents d'élèves et aux enseignants ou au personnel qui travaille dans l'école ou qui tourne autour de l'école. Ce n'est pas la peine de s'adresser à toute la population. Quand on va travailler sur la question de l'eau et de la ressource en eau, ou de la biodiversité ou des milieux aquatiques, on va s'adresser à ceux qui sont concernés par ça, qui sont intéressés par ça, qui ont acquis de la compétence citoyenne. Je crois beaucoup à l'expertise citoyenne.
mais ce n'est pas la peine de viser tout le monde. Et si on fait ça, on peut effectivement arriver à de la co-construction. Alors, sur des sujets de renaturation, etc., ce n'est pas un sujet. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition. On est plus sur une démarche collective où tout le monde va dans le même sens. En revanche, sur la question des protections contre l'inondation, c'est ce que je mène depuis 4-5 ans maintenant, et il y en a encore pour 2 ans. Mais c'est bien de la co-construction. Il y avait mes prédécesseurs, après les aménagements qui ont été faits, qui sont déjà assez importants et efficaces, ils avaient prévu 2 grands barrages, dont un grand barrage de 23 mètres de haut dans une zone naturelle, etc. Et là, il y avait de l'opposition. Il y avait ceux qui voulaient absolument le barrage, parce que comme ça, ils étaient tranquilles, protégés. C'était la solution miracle, selon eux. Et puis, il y a ceux qui voulaient garder cet espace naturel ou qui avaient peur que le barrage, avec, je vais dire une bêtise, mais 1 700 000 mètres cubes d'eau retenue en écrétant, donc vide la plupart du temps et qui se remplissait quand il y avait une crue, qu'ils lâchent et puis que du coup, ce soit encore plus dangereux pour les habitants qui habitaient juste en dessous. Donc, il y avait des vrais conflits, des vraies bagarres. Des gens qui s'opposaient, qui s'insultaient. Moi, j'ai vu des réunions où les élus se faisaient injurier, où la gendarmerie venait les exfiltrer pour pas qu'ils se fassent taper dessus. Donc voilà. Donc ça fait 5 ans qu'on a mis tout le monde autour de la table, qu'on a expliqué aux élus, parce que aussi entre élus c'était chaud, que non, le grand barrage il n'était pas possible parce qu'il y avait une nouvelle réglementation éviter, réduire, compenser, et qu'on n'avait pas les moyens de compenser un ouvrage en béton de 23 mètres d'eau en zone naturelle et avec toutes les conséquences que ça avait, mais qu'en revanche on allait travailler ensemble à trouver les bonnes solutions acceptables par les uns qui permettaient d'augmenter la sécurité pour les autres. Mais pour ça, il fallait les mettre autour de la table. Et c'est ce qu'on fait. Ça prend du temps, mais c'est très, très riche et très valorisant. Alors, à l'Agence de l'eau, sur ces sujets-là, on a lancé un appel à projet eau et participation citoyenne il y a déjà 4 ans. On a eu 4 sessions de cet appel à projet. Plusieurs porteurs de projets ont répondu sur des projets de restauration de rivières. Et les démarches de concertation qui sont mises en place sont en fait de la co-construction. C'est-à-dire que les citoyens qui participent aux réunions réfléchissent avec les pouvoirs publics et les différents usagers à différents scénarios. Mais il est clair qu'en dernier recours, c'est les élus qui décident, qui vont trancher. Mais généralement, les scénarios sont qualifiés, c'est-à-dire que il va y avoir un scénario peut-être plus ambitieux écologiquement, un scénario plus patrimonial, par exemple, s'il y a des bâtiments en bordure de rivière ou autre, un scénario, voilà. Ils qualifient les différents scénarios et ensuite, c'est les élus qui décident du scénario retenu en revenant vers les citoyens, leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont retenu ce scénario plutôt qu'un autre. Donc, pour moi, dans la concertation autour des projets de restauration de rivière, on est dans une forme de co-construction, mais on n'est pas dans de la codécision. C'est-à-dire que la décision appartient bien, on est encore en démocratie représentative et c'est bien les élus qui décident. Après se pose souvent la question, et c'est une question qui m'est beaucoup posée par les porteurs de projets, de l'échantillon représentatif, comme si c'était un peu le Graal, quoi. Or, ce qu'on observe là dans tous les projets, on a financé une 60aine de projets de démarches participatives, de participation citoyenne, et en fait, ce qu'on observe, c'est que on peut effectivement tendre vers des échantillons représentatifs, mais que finalement, c'est pas tant ça qui est finalement déterminant. Ce qui est déterminant, c'est que le fait d'associer des citoyens à la construction d'un projet, ils deviennent eux-mêmes porteurs du projet. C'est-à-dire vous démultipliez les porteurs de projet. Vous n'êtes plus seuls, quoi, à argumenter. Et donc ça présente un intérêt réel. Et on voit aussi des porteurs de projets qui profitent de cette participation citoyenne pour faire de la formation, en fait, pour expliquer le fonctionnement d'un cours d'eau, pour expliquer, et donc qui mettent des mots sur ce que les gens voient. On voit un lit qui s'incise, on voit pourquoi ça déborde, pourquoi ça incise là, pourquoi le pont se casse la figure, pourquoi. Donc en même temps, il y a une appropriation de toutes ces notions-là par les citoyens associés. Et ensuite, on a eu notamment le CIRIPT, mais pas que, d'autres syndicats qui sont allés jusqu'à se dire, ça serait intéressant que certains de nos citoyens viennent dans nos instances avec une voix consultative. Donc on a vraiment eu tous ces niveaux d'ambition en matière de participation citoyenne qui ont été expérimentés par nos partenaires, avec des résultats, je trouve, personnellement très encourageants.
On a aussi le panel citoyen qu'on a testé nous-mêmes, où là, vous prenez alors, généralement, dans les panels citoyens, vous essayez de faire en sorte que ce soit des échantillons représentatifs. Et là, vous faites en sorte que ces citoyens rencontrent des experts et engrangent assez de connaissances pour pouvoir ensuite émettre un avis. Donc, en matière de participation citoyenne, on a expérimenté plein de choses sur le bassin. Je trouve que c'est assez encourageant. Voilà, mais c'est les élus aussi qui peuvent dire ce qu'ils en pensent. Et puis, excusez-moi, mais on l'oublie les uns et les autres, mais il y a un outil aussi qui s'appelle le SAGE. J'imagine que vous savez tout ce que c'est. Donc nous, on est en train d'en mettre un en place sur l'Ouest lyonnais avec le syndicat du Garon, donc deux bassins versants. Du coup, il y a une clé, une commission locale de l'eau, qui est un parlement de l'eau sur le territoire, qui va regrouper effectivement des représentants de tous les intérêts autour de l'eau, que ce soit les industriels, les agriculteurs, les consommateurs, etc., etc. Des élus qui soient de l'urbanisme, de l'environnement, de la gestion de l'eau, du petit cycle ou du grand cycle, etc. Et l'objectif, c'est qu'ils se mettent autour de la table. Alors ça va prendre du temps pour co-construire un règlement qui s'imposera à tout le monde, et en particulier à l'urbanisation, mais pas que, pour que, in fine, on préserve la ressource et qu'on réserve. Donc ça, c'est vraiment une démarche de co-construction. Alors, ce n'est pas une co-construction à 10 000 ou à 20 000, mais si on est 50 ou 100 autour de la table avec des intérêts totalement contradictoires, je pense que c'est une démarche de co-construction intéressante. Peut-être juste une information que je peux vous donner, parce que vous êtes directement concerné. En juin 2025 a été créé le Parlement français des jeunes pour l'eau. Donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant que des gens comme vous y participiez. Et sur plusieurs bassins en France, donc le bassin Artois, Picardie, le bassin Rameuse et le bassin Adour-Garonne, il y a des jeunes qui siègent au comité de bassin. Côté RMC, nous allons tester des jeunes qui siègent justement dans les commissions locales de l'eau que vous venez d'évoquer. Certaines commissions locales vont expérimenter ça. Ça aussi, c'est un effet changement climatique. Le fait de dire il y a une génération qui va vivre les choses et qu'il est intéressant d'associer dès maintenant à toutes ces démarches. Du coup, j'ai une autre question. Merci pour vos retours. Dans le cadre des projets de restauration que vous avez menés et présentés, vous avez souvent mentionné en fait l'intérêt pour lutter contre les crues, l'inondation. Et c'est vrai que quand on voit l'augmentation en fréquence et en intensité des événements donc opposés, donc à savoir les sécheresses, dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à mettre en avant du coup ces projets de restauration donc pour lutter face aux sécheresses? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou pas du tout? Et après, moi, vous avez mentionné aussi l'histoire de quantifier les bénéfices. Donc, il y avait tout un challenge avec des indicateurs. Je me posais la question, est-ce que vous utilisez donc l'opposition, à savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas quantifier les dégâts qui sont évités à notre société pour raisonner et voir en fait finalement l'intérêt de la renaturation et le fait que finalement 250 000 euros ou les millions d'euros que vous parliez, c'est pas tant que ça, quoi, finalement. Voilà. Merci beaucoup. Rude à 19h42, pas une journée de boulot, mais très intéressant. Il me semble que c'est... Alors, autant c'est facile et pratiqué de longue date, y compris par les services de l'État, de quantifier, entre guillemets, l'économie. C'est ce qu'on appelle l'ACB, l'analyse coût-bénéfice d'un projet. Quand on parle d'inondation, c'est facile de dire on va protéger 3000 habitants, les biens valent tant. Donc, la dépense est inférieure au coût de ce que ça coûterait aux assurances et à l'État pour rembourser en cas d'inondation. Enfin, c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus concevable. C'est faisable. Quand on essaye de quantifier la plus-value ou le gain de restaurer de la biodiversité et même de restaurer de la ressource en eau, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on est moins dans du calcul mathématique que dans de la compréhension. Je pense que quand des élus se disent si j'ai plus d'eau potable ou plus suffisamment d'eau potable, je peux plus construire, donc je peux plus urbaniser. Donc voilà, donc ils font vite le taf. Ils comprennent vite ça. Pour la biodiversité, à mon avis, c'est moins simple. Quand on aura mis un prix sur telle espèce d'odonate ou
telle orchidée ou quoi que ce soit, on ira beaucoup plus vite. Dans le logiciel qu'on a aujourd'hui, en fait. Parce qu'en fait, tout est ramené, effectivement, à bilan, coût, avantage, etc. Les gains systémiques de la biodiversité, de ces choses-là, de la petite espèce en plus, sont, à ce jour, avec les outils qu'on a aujourd'hui, pas quantifiables. On peut constater qu'on a 3 espèces en plus, qu'on a une zone beaucoup plus humide, et que, etc., etc. On peut constater ces choses-là, mettre en face les gains. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Il y a une grande voie là-dessus, en recherche, etc. On commence à voir certaines entreprises qui intègrent des indicateurs non chiffrés, et qui, du coup, sont beaucoup plus difficiles à vendre à vos actionnaires, etc. Mais le jour où on aura effectivement réussi à mettre en place une échelle de valeur sur ces éléments-là, qui sont juste vitaux, mais on ne les chiffre pas. C'est un peu, il y a un paradoxe là-dessus, voilà. Mais effectivement, c'est une approche où on aura fait un grand pas en avant. On aura fait un grand pas en avant. Certains l'ont. C'est un peu la difficulté aujourd'hui. On voit effectivement les gens qui sont prêts à lutter pour défendre un secteur, etc. On a du mal à comprendre parce qu'il y a 3 arbres, etc. Pas grand-chose, en fait, en valeur financière. Mais le fait que ça ne soit pas, quantifiable, c'est peut-être que ça a une valeur inestimable. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça me ferait flipper, hein, ton truc de... Parce que je me dis, il y en aura toujours un qui aura un gros chéquier et qui dira... Allez, Oui, bien sûr. tiens. Mais c'est dans l'esprit de faire avancer les choses, en fait. Ouais. De faire accélérer les choses. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est le mode de fonctionnement qu'on a, le logiciel dans lequel on est, c'est effectivement retour sur investissement, où est-ce qu'on met l'argent, enfin, ça peut s'entendre aussi. Hein, c'est pas, ça peut paraître une critique, etc. Mais on vous met aux commandes. Est-ce qu'il vaut mieux mettre l'argent sur la biodive ou sur l'éducation aujourd'hui? Vous avez 4 heures. Alors, on a, juste pour vous dire, peut-être une source d'information pour vous, on a sorti un livret à l'Agence de l'eau qui s'appelle « Et si la rivière était un atout pour votre territoire ?» que vous trouverez aussi sur notre médiathèque. Et dans ce petit livret, vous avez toute une partie sur la dimension économique et sur les coûts évités, c'est-à-dire en quoi le fait de restaurer la rivière a évité des coûts. Il y a plusieurs exemples concrets. Alors, bien sûr, les coûts, je les ai pas tous en tête, donc je vais pas pouvoir vous les donner là tout de suite à l'emporte-pièce, mais il y a ces réflexions-là aussi qui sont menées parce qu'on sent bien qu'il faut, dans les arguments, aussi avoir ce type d'arguments. Sur la première partie de ta question, par rapport comment est-ce qu'on arrive à montrer que ces projets, ils ont aussi un intérêt pour le moins d'eau, quoi, la sécheresse. C'est sûr que c'est pas évident, mais moi j'aurais tendance à le raccrocher à tout ce qui est végétalisation, en fait. Et ça, c'est assez parlant pour les gens. L'ombre, la sensation de fraîcheur, et puis le fait que s'il y a de la végétation, c'est qu'il y a de l'eau dans le sol. Donc, c'est le lien le plus simple que je ferais avec ces projets et qui est assez compréhensible. Voilà. Puis après, tu as aussi, quand tu passes d'une cunette de béton où l'eau... où tu as un filet d'eau gros comme le doigt l'été, et puis où tu passes sur un secteur où effectivement il y a des endroits, des petites caches, des endroits où il y a des cailloux, des petits trous d'eau. Voilà, ça c'est assez visuel aussi, et ça permet de quand même faire comprendre que tu ramènes, tu gardes l'eau sur place. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des exemples aux États-Unis, des belles photos où les zones humides ont permis de stopper, c'est un bien grand mot, mais ont limité les impacts des méga-feux. Ça peut être ce genre de choses-là, mais tant qu'on n'a pas été, nous, soumis à un méga-feu, du coup, on n'est pas concerné. Bonsoir. On retourne côté restauration écologique et démocratie. En France, vous l'avez évoqué, il y a l'outil ERC, donc éviter, réduire, compenser, qui existe et qui est un outil important en termes de restauration écologique et qui est guidé par des méthodes qui sont inspirées et publiées par l'OFB, beaucoup, et
les restaurations sont imaginées par des bureaux d'études, experts, naturalistes, etc. Je voulais vous demander votre avis concernant une participation en tant que garant de ces projets-là de restauration, donc sur la partie compensation, des personnes qui finalement deviennent propriétaires des terrains qui sont aménagés. Donc, ça peut être industriel, ça peut être du résidentiel. Et si on impliquait ces gens-là en tant que garants, est-ce que vous êtes pour ou contre? Qui veut répondre? Alors, effectivement, sur la question de la compensation, on va dire que moi, je suis surpris de ce qu'on permet. Voilà, quand un porteur de projet qui a un impact environnemental doit compenser et qu'il va dire j'achète, c'est le cas, j'ai un débat en ce moment avec un projet de transport porté par une autre collectivité avec laquelle on va dire que politiquement on ne s'entend pas très très bien, pour rester calme et rien dire, mais vous allez vite comprendre, et qui a une atteinte environnementale importante et qui dit du coup j'achète des terres agricoles et je vais les transformer en zone naturelle. J'appelle pas ça de la compensation. Et je pense que si l'État autorise ça, c'est que vraiment ça sert à rien la stratégie ERC. Et je trouve que la compensation, c'est une très bonne idée. On a dans une petite zone de Francheville un tout petit truc intéressant. Ça a inondé en octobre 2024. Les déversoirs d'orage sont mal placés, etc. Et on a l'opportunité de racheter les 3,5 hectares de zone naturelle, mais en plein centre-ville de Francheville, par contre, aux propriétaires privés, de supprimer une grosse retenue, enfin un gros étang qui servait d'élevage de carpes il y a quelques décennies, de refermer André, le cours d'eau, et puis de dévier la sortie, et puis de réaménager derrière sur zone publique tout l'espace. Allez, ça va nous coûter 100, 150 000, j'en sais rien. Je dis au doigt mouillé, mais on sait qu'on aura un financement de 70% par l'agence de l'eau. Et en plus, il y a un gros opérateur que je connais bien, là, qui est dans le secteur, a un projet de métro léger, de tramway express, donc avec un impact naturel, bien sûr, et qui du coup cherche des compensations. Et paf, toc, il va nous payer les compensations et on va remettre... C'est toute une zone où il y a plein de salamandres. Et là, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ce n'est pas le porteur de projet qui a un impact environnemental qui fait lui-même la compensation, mais qui, par son argent, va payer réellement une compensation par un syndicat d'aménagement ou une association environnementale. On fait beaucoup de choses avec FNE aussi. Là, je trouve ça très intéressant. Et puis, c'est des sources de recettes pour pouvoir justement refaire de la renaturation, de la revégétalisation. Donc moi, la partie C de RC, je la considère plutôt comme une poule aux œufs d'or pour arriver à ce que nous fassions des travaux. Voilà. Mais en revanche, sur le territoire, bien évidemment. Parce qu'il y a aussi des compensations. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais j'ai un impact à Lyon et je vais compenser dans les Landes. Voilà, c'est un peu ridicule. Mais bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est un outil vraiment puissant, hein, le RC. Enfin, moi, je me dis heureusement qu'on a ça. Vraiment, il y a un paquet de fois où, en commençant à parler de la compensation, comme par magie, on arrive à éviter, quoi. Donc ça, c'est vraiment un super outil, enfin, de mon point de vue. Et c'est vrai qu'après, on peut vite tomber quand il y a un certain nombre de porteurs de projets qui partent directement sur la compensation. Et c'est vrai qu'on peut tomber sur des trucs pas très chouettes quand même, de banques de... Voilà, je fais une banque de projets qui vont me permettre de compenser des projets. Donc il n'y a plus du tout cette logique d'essayer d'éviter à la base. En revanche, il y a une évolution de la justice par rapport à ça ces dernières années que je trouve très intéressante. C'est-à-dire que la stratégie, c'est bien éviter, réduire, compenser. Et j'ai eu un cas, j'en ai parlé avec la Dreal récemment, d'un projet qui était vraiment d'intérêt général, hein, un pont porté par les services de l'État, les ingénieurs, tout, et il y a des citoyens qui ont attaqué, et le juge a jugé qu'il n'y avait pas besoin de construire ce pont, donc il pouvait être évité, donc il a annulé la déclaration d'utilité publique, parce qu'avant de réduire et de compenser, il faut éviter, et donc, bon,
Et étudier les scénarios alternatifs. Malgré tout ce qui avait été fait par les services de l'État sur la loi sur l'eau, le machin, etc. Il dit, mais le trafic peut passer ailleurs. Oui, ils vont perdre 10 minutes. OK, mais on peut éviter les impacts. Donc, vraiment, pour moi, dans ERC, il y a éviter d'abord. Et c'est un outil intéressant. Je vais reposer une question sur la co-construction, cette fois-ci, du point de vue de la biodiversité. Je vais parler d'un cas qui est un peu loin en temporalité et en géographie, Notre-Dame-des-Landes et l'aéroport. La Loire-Atlantique, du coup, au Prud'homme, avait voté contre les habitants, avait voté pour ce projet d'aéroport. Et c'est les zadistes qui ont un peu protégé cette zone humide qui est utile contre les crues à Nantes, où il y avait aussi le triton cendré, etc. Est-ce que la démarche de co-construction est toujours utile d'un point de vue du coup de la biodiversité par rapport à soit ses habitants, soit par rapport les habitants du territoire à côté de Notre-Dame-des-Landes ou les zadistes qui se sont installés? Je ne sais pas si j'ai été très claire. Moi, j'ai compris, en tout cas, parce que c'est un sujet très politique. Il est clair qu'en fait... on n'est pas du tout dans la co-construction et on ne sera jamais dans la co-construction sur ce genre de projet, bien évidemment. Mais dans la concertation, il est clair que l'enjeu, c'est de faire la concertation à la bonne échelle, à celle du projet, qui n'est pas celle du territoire où il se trouve, mais du territoire où il a un impact. Et il est bien évident que ce n'était pas seulement le département de Loire-Atlantique qui était concerné par ce projet-là, c'était bien au-delà. Après... là, on se heurte à un autre sujet assez français. En tout cas, pour connaître un pays voisin que, en termes de démocratie, j'apprécie mieux, ça ne se produirait jamais. Quand c'est un grand projet de l'État, même si ça contredit la loi, même si ça a un impact très négatif, parce que Notre-Dame-des-Landes a été abandonnée, mais il y en a un autre en ce moment quand même qui est très très chaud dans le sud-ouest. On passe en force, quoi. Et même la justice dite indépendante juge qu'on peut passer en force contre la loi. Donc ça c'est en France. Peut-être ça existe aussi aux États-Unis, je connais moins bien, mais en tout cas en Europe beaucoup moins. Et ça c'est un vrai problème. On arrive quand même à faire reculer l'État parfois. Il y avait un projet d'autoroute dans l'Ouest lyonnais il y en avait 3. Il y en a un qui a été abandonné, un deuxième qui a été fait et le troisième qui a fini par être abandonné par la bataille des citoyens. Mais il faut se battre longtemps, quoi. Merci. On va s'arrêter là parce qu'on a un court de temps. On voulait vous remercier d'avoir pris le temps de vous déplacer et de prendre part au débat. Et je pense qu'il mérite un peu d'applaudissements. Bravo. Merci pour vos questions. Vous nous avez un peu bluffé là. Moi, je suis rincé là. Et également, Rémi a réservé un bar, le Peps, à 5 minutes d'ici, si vous voulez poursuivre les discussions. Mais voilà, merci beaucoup d'être venu et c'est un plaisir.